Et messieurs les vice-présidents, mesdames et messieurs les conseillers communautaires et chers collègues, j'ouvre la séance du conseil communautaire et je vais demander à madame Michel de bien vouloir procéder à l'appel. Bonsoir à tous. Alors, Arnaud Murgia, Catherine Valdener, Éric Pétieux, Claire Barnéou, elle va arriver je pense, Richard Newsbaum, Émilie Desmoulins, Christian Julien, Annie Astier-Conversé, Jean-Marc Caponi, Elisa Faure, André Martin, Michel Skripnikov, Patrick Michel. Eliam Dany est excusé, a donné pouvoir à M. Faubert. Maryse François Xosa est excusé et a donné pouvoir à M. Chiapponi. Et Thomas Schwartz est excusé et a donné pouvoir à M. Finn. Gabriel Léon, Francine Dardenne, Jean-Franck Vioujas, Jean-Pierre Pic, Jean-Marie Rey, Muriel Payan, Guy Hermite est excusé et a donné pouvoir à M. Murgia, Claudine Chrétien est excusée et a donné pouvoir à M. Aymar, Pierre Leroy, Vincent Faubert, Corinne Chanfray, Nicolas Galliano, Catherine Blanchard, Marine Michel présente, Émeric Salle, Gilles Perly, Thierry Aymar, Olivier Fons, Sébastien Finn, Jean-Pierre Masson et Patricia Arnaud. Merci. Merci madame la vice-présidente. Le quorum étant atteint, j'ouvre la séance du conseil communautaire. En vous disant quelques mots, mesdames et messieurs les élus et chers collègues, d'une part, vous informer que vous aviez été directement sollicité sur Monsieur Chiapponi. S'il vous plaît, nous avons commencé la séance, je vous remercie. Nous avions été directement sollicités par la MJC et par un courrier relatif aux discussions d'ailleurs qui ont été nombreuses dans cette assemblée. Et je vous ai transmis, pardonnez-moi, seulement il y a quelques dizaines de minutes, mais la réponse que j'ai bien voulu adresser au président de la MJC, qui, je crois, rétablit un certain nombre de vérités et pose les choses. Si vous voulez en discuter, je réponds à vos questions, mais en tout cas vous dire que vous avez des éléments de réponse écrite et je me suis permis de tous vous les envoyer puisque le courrier un peu comminatoire à mon encontre vous avait été envoyé de la même manière, donc je me suis permis d'y répondre. Vous dire par ailleurs qu'aujourd'hui, nous sommes dans la continuité d'un certain nombre de dossiers de fonds qui sont le pacte de gouvernance, le schéma de mutualisation, qui nous permettent de mettre formellement et définitivement la CCB en ordre de marche dans l'ensemble de sa partie administrative. Et moi, je voudrais saluer la réactivité, l'efficacité et le travail des services, puisque l'ensemble de nos dossiers avance et je m'en félicite. Et puis enfin, on continue naturellement sur le dossier transport, cher Pierre Leroy, avec un certain nombre de délibérations qui sont importantes. Et je voudrais vous dire à ce sujet, d'une part, que les discussions avec la région sur l'aspect de prise de compétences jusqu'au transport scolaire avancent bien et vraiment dans une posture d'échange extrêmement favorable, et que l'ensemble de ce travail qui nous mène à lancer, vous le savez, une délégation de service public avance de manière extrêmement positive. C'est un des chantiers extrêmement structurants de la mandature et je voulais vous en rendre compte. Et puis enfin, terminer sur quelques éléments d'actualité, puisque vous le savez, notre territoire, et en particulier la ville de Briançon, est confronté depuis plusieurs années, mais de manière extrêmement forte depuis quelques jours, à une crise migratoire sans précédent qui prend des acceptions que je regrette et qui m'ont amené à prendre des décisions difficiles que j'assume. Je voudrais juste vous redire et dire à la population qui nous écoute que ce dossier extrêmement difficile doit naturellement être regardé à chaque moment, à chaque seconde avec humanité. Mais que le regard humain que nous devons porter sur cette situation ne peut pas nous empêcher de traiter ce dossier dans un cadre qui est celui de la loi de la République française. Humanité, parce que ces personnes, on le sait, sont des situations qui sont difficiles, qui sont parfois dans des situations tragiques, mais dans le cadre de l'état de droit, parce que
personne ne peut se substituer à l'État pour soit accueillir des personnes en situation irrégulière parce que ça ne respecte pas la loi qui est celle en vigueur dans la République française, soit pour gérer à la place de l'État des questions qui voudraient montrer la défaillance des procédures de secours, d'assistance à personnes en danger qui fonctionnent et qui ont encore fonctionné il y a quelques heures et quelques jours, mais état de droit aussi, parce que quand on a des revendications, quand on est dans une situation dans laquelle on veut obtenir des choses de l'État, on ne peut pas entamer une discussion en prenant en otage toute une ville et toute une population, en envahissant une gare et en l'occupant, en envahissant un centre de vaccination et en l'occupant, et que pour ma part, j'assumerai toujours dans mes fonctions de maire ces responsabilités-là, pour que tout simplement force reste à la loi. Je suis désolé d'employer ces termes, mais en l'occurrence, ce sont ceux qui s'appliquent. Et qu'aujourd'hui, il y a à la fois une situation difficile, et moi je me félicite qu'on ait été extrêmement soutenu par le ministère de l'Intérieur sur les aspects de sécurité publique, parce que nous savons très bien que nous avons et nous allons avoir un afflux encore extrêmement fort du fait de la situation, principalement en Afghanistan, mais aussi de déstabilisation de tous les pays que nous connaissons, à commencer en premier lieu par à la fois la Syrie et la Libye, mais je rappelle à tout le moins que le droit d'asile, c'est l'honneur de la France, que tout cela se règle, en l'occurrence, dans des dispositions qui sont européennes. Quand on veut demander le droit d'asile, on le fait dans le pays où on est arrivé. Et on ne peut pas donner raison in fine à des réseaux qui sont des réseaux de passeurs et des réseaux mafieux. Parce que c'est ça la réalité. Et que je voudrais juste rappeler, que je l'ai d'ailleurs appris du directeur central de la police aux frontières, que, en l'occurrence, l'ensemble de ces passages est facturé à ces personnes, de l'ordre de plus de 4 000 €. Et que peut-être que certains ne le savent même pas, parce que je ne remets jamais en cause la bonne foi des bénévoles, des militants, des associatifs, etc. Mais en l'occurrence, faire étape à Briançon, être pris en charge, être hébergé, c'est facturé encore plus cher par des réseaux de passeurs qui sont des réseaux irakiens ou kurdes et qui, quelque part, financent des réseaux mafieux sur la misère de ces personnes-là, et ce, alors même que le dispositif de droit d'asile existe, de prise en charge d'hébergement d'urgence existe, il existe au niveau européen. Il n'est probablement pas parfait et il va nécessiter, je le crois, des discussions et des réponses qui ne peuvent être que celles de l'État. Mais on ne peut pas, dans ce type de situation, prendre en otage une ville, des communes ou une population, et on ne peut pas ne pas respecter l'état de droit et la règle. Et je crois vraiment que sur ce sujet, il ne faut pas que nous varions, parce que le seul moment où il y a eu des divisions de la population, c'est à partir du moment où on a cessé de dire que le référentiel, c'était la loi. Et j'entends bien que certaines ou certains, dans leur responsabilité associative, militante ou politique, pensent que la loi est mal faite, que les frontières devraient être ouvertes ou que les frontières ne devraient pas exister ou que l'hébergement d'urgence n'est pas suffisant. Mais à ce stade, c'est ainsi que cette problématique est gérée, et je crois que les deux aspects, à la fois d'humanité et de fermeté, doivent être respectés, et je crois que nos concitoyens nous attendent sur ce sujet. En tout cas, je voulais vous en dire un mot, parce que pour le maire de Briançon que je suis, pour les élus de la ville, mais j'imagine aussi pour vous, cette situation a été particulièrement pesante ces derniers jours, et que vous imaginez bien que les décisions que j'ai eu à prendre, je ne les prends pas de gaieté de cœur, mais je voulais en tout cas vous tenir ces quelques mots d'actualité en ouverture de ce conseil. Voilà, je ne serai pas plus long, mesdames et messieurs les conseillers communautaires. Si certaines ou certains d'entre vous souhaitent la parole dans les propos liminaires, je la leur donne bien volontiers, sinon j'ouvrirai l'ordre du jour. Oui, monsieur Hénard. Oui, bonsoir à tous. Je voudrais me faire le porte-parole de certains d'entre nous, justement, sur le sujet qu'on vient d'évoquer. Il ne faut pas se voiler la face, hein. Une motion à l'initiative de notre collègue Francis Dardenne avait été proposée afin de rappeler à l'État français ses engagements internationaux en l'incitant à prendre ses responsabilités vis-à-vis des collectivités territoriales qui sont en première ligne dans l'accueil de réfugiés. Quelques semaines après, nous voilà au pied du mur. Nous devons donc faire face à une augmentation des besoins d'accueil que les associations ne peuvent pas gérer seules, faute de moyens humains, techniques et logistiques. Nous regrettons que les maires de l'ensemble des communes n'aient pas été associés dans cette semaine si difficile avec la communauté de communes. Il est indispensable en fait de faire retomber la pression
et de permettre à ces familles de pouvoir se rendre où elles le souhaitent et non de les bloquer ici, alors que nous avons toutes les peines du monde pour les accueillir dignement. Nous restons persuadés que la solution n'est pas d'envoyer plus de forces de l'ordre, mais au contraire peut-être de réussir à mobiliser plus d'acteurs, comme peut-être la sécurité civile ou la Croix-Rouge, pour réaliser soit des tests PCR indispensables pour leur permettre de circuler plus librement, voire d'arriver à libérer, peut-être dans des gymnases, des places d'accueil, alors que l'hiver arrive. Nous pensons que ce n'est pas en menant une politique répressive contre les réfugiés que les problèmes se régleront, car les réfugiés sont là et il va bien falloir les accueillir. Il est donc nécessaire de travailler rapidement avec l'État, les associations et notre collectivité sur ce sujet. Nous sommes face à un problème qui appelle des réponses immédiates, car l'hiver arrive, et des réponses plus structurelles aussi, car malheureusement, les causes géopolitiques, climatiques, économiques, provoquant des mouvements de population ne feront qu'augmenter. Il faudrait que l'État n'abandonne pas notre collectivité, ne se désintéresse pas de nos sorts. En attendant, sans les associations et le travail qu'elles ont pu réaliser, il y a gros à parier que la situation serait certainement aujourd'hui beaucoup plus difficile. Voilà ce que je voulais juste... Écoutez, je vous remercie, mais associer les maires, bon, enfin, c'est votre gare qui a été occupée. Enfin, je m'excuse, hein, monsieur Aymar, c'est pas n'y voyez aucune violence à votre rencontre, mais en l'occurrence, moi je veux bien associer les maires. On ne va pas revenir sur le passé. J'ai eu à en discuter en privé avec monsieur Fine. Les associations ont souhaité s'installer sur d'autres communes, ça n'a pas été le cas. Et en l'occurrence, c'est à Briançon qu'ils ont installé ce centre d'accueil associatif. Je ne crois pas. Quand j'ai pris la décision de fermer le refuge solidaire, qui était, je vous le rappelle, occupé sans droit ni titre, sans bail, qui n'avait pas été reconduit par mon prédécesseur, malgré tous les bons principes dont il nous assénait au quotidien, il aurait pu le reconduire. Voilà, 6 mois avant le deuxième tour des élections, il ne l'a pas fait. Voilà, parce qu'il savait que cette situation était intenable. Moi, je veux bien derrière que l'on m'explique, alors que j'ai consenti à signer moi-même l'autorisation d'ouverture liée aux normes d'établissement recevant du public, qu'il n'y a que 80 places, et comme ils ont trop de personnes, maintenant que c'est leur responsabilité à eux et plus la mienne, parce qu'a priori, quand le refuge solidaire, il y avait 35 personnes qui étaient autorisées, mais ils étaient 100, mais c'était la responsabilité du maire de Briançon ou du président de la communauté de communes. Donc là, ça dérangeait personne. Mais maintenant, quelques semaines après avoir ouvert, et je ne crois pas m'y être opposé, hein, je pense que honnêtement, j'ai plus que joué le jeu. C'est un projet privé, j'y pouvais pas grand-chose. J'aurais pu mettre des bâtons dans les roues, je ne l'ai pas fait. J'ai pas entendu beaucoup de candidats dans la communauté de communes qui ont dit « Ah ben tiens, moi j'ai des locaux chez moi, ils sont vides, venez faire un centre d'accueil pour personnes réfugiées ». C'est toujours facile de juger après quand ça se passe chez les autres. Bon, première chose. Deuxième chose, la méthode de discussion consistant à dire « Il y a plus de 80 personnes, on a ouvert il y a 4 semaines, on a tout fait pour faciliter les choses ». Je mets là-dedans les responsabilités des adjoints de l'équipe municipale de la ville qui ont été au quotidien pour essayer de trouver des solutions, pour calmer les riverains, pour faire en sorte que tout cela se passe dans quelque chose de serein. Et croyez-moi, c'est pas évident. Mais quand la méthode de discussion consiste à dire finalement, il y a trop de monde, je mets tout le monde dehors, j'occupe la gare, et je dis, ben maintenant c'est à l'État de s'en débrouiller, je m'excuse, ça s'appelle pas de la discussion, ça s'appelle pas des revendications, ça s'appelle un bras de fer et un rapport de force entamé avec les autorités publiques. Et ça s'appelle la prise d'otage d'une population. Quand, quelques jours après, on va envahir l'école du Prorel, qui est le centre de vaccination anti-Covid, avec des banderoles consistant à dire que l'État défaillit, on a le droit dans ce pays de défendre ses revendications. On n'a pas le droit de dire que des gens, excusez-moi, qui quittent le régime des talibans, vous savez quand même qu'ils arrivent dans une démocratie dans lesquelles on n'envoie personne de manière arbitraire en prison ou dans un centre de rétention, dans lesquels ces personnes-là ont des droits et dans lesquels l'hébergement d'urgence, et c'est l'honneur de notre pays, est en l'occurrence exercé, dans lequel, quand il y a une personne en difficulté en montagne, elle est sauvée. Je rappelle qu'il y a une route pour aller de Oulx à Montgenèvre et que ce sont les réseaux de passeurs qui les emmènent dans la neige au mépris et au risque de leur vie. C'est sûrement pas le maire de Briançon. Donc, première des choses, moi je veux bien que nous nous concertions, mais n'oubliez pas que ce que demandent les associations, c'est en l'occurrence à l'État, ni plus ni moins que de légaliser l'accueil de personnes en situation illégale sur le territoire. Donc, j'entends bien qu'un certain nombre de personnes pensent qu'il faut que toutes les personnes puissent entrer sur notre territoire. Je voudrais vous rappeler 2 choses. Concernant la population afghane, la France est le pays d'Europe qui donne le plus de titres de droit de séjour liés au droit d'asile, c'est-à-dire 80% aux ressortissants d'origine afghane. C'est 50% en Allemagne. Si ce n'est que, en l'occurrence, pour que ce problème soit géré, puisqu'il est européen, il faut qu'il soit
en l'occurrence géré dans le cadre des quotas de personnes à accueillir dans l'hébergement d'urgence que les pays de l'Union européenne ont décidé entre elles. Parce que quelqu'un qui passe illégalement la frontière de notre pays, si on ne le connaît pas, qu'on n'a pas son identité, qu'il n'a pas de titre de séjour, on ne peut pas l'aider s'il a un problème humanitaire. On ne peut pas éventuellement le sécuriser si jamais il se trouvait que cette personne avait des liens avec une organisation terroriste. Je me permets tout de même de dire que quand on a des ressortissants qui viennent de Libye, de Syrie et d'Afghanistan, et au vu des problèmes et du contexte international, il n'est pas totalement non plus idiot de rendre compte devant les Français que nous sommes capables aussi de savoir qui pénètre sur notre territoire, parce que je vous rappelle que notre pays a fait l'objet d'attentats terroristes réguliers et nombreux, et que, accessoirement, c'est la responsabilité de l'État, des services de l'État et du ministre de l'Intérieur, et qu'on ne peut pas demander à l'État d'ouvrir un centre d'accueil dans lequel nous allons faire rentrer des personnes. Parce que dans ces cas-là, tout le monde viendra d'une part, et dans ces cas-là, ça consiste ni plus ni moins à dire qu'en France, il n'y a plus aucune différence entre l'immigration légale et l'immigration illégale, l'immigration régulière et l'immigration irrégulière. J'entends bien que nous sommes confrontés à un problème local extrêmement difficile. Je crois être le premier à en faire les foudres. Je vous dis juste une chose, qui est une conviction politique, que je ne vous demande pas de partager. Mais quand je vois ce contexte d'élection présidentielle, quand je vois les scores et les estimations dans les sondages d'un certain Éric Zemmour, d'une certaine Marine Le Pen, et quand je vois la préoccupation des Français sur ce sujet, je me dis que si des responsables politiques comme nous ne nous tenons pas droit sur le simple respect de la loi et les valeurs républicaines et en les faisant respecter, eh bien, vous verrez l'exaspération des Français et vous verrez que si on en arrive là, après ce sera autre chose. Parce que ce sera, pour certains, la sortie de l'état de droit. Et moi, je me défendrai toujours pour que ce principe soit traité avec humanité, mais dans le respect des valeurs républicaines et des règles républicaines. Pardonnez-moi d'avoir été si long et de vous parler certes avec le cœur, parce que croyez-moi, quand il s'agit de réquisitionner l'évacuation d'un site dans lequel il y a des femmes et des hommes par les moyens de la force publique, et que vous y apposez votre signature, ce n'est pas le moment le plus agréable que j'ai eu à vivre de ma vie en tant que maire et dans mes fonctions d'élu, mais je le fais parce que je crois qu'à un moment, ça ne peut pas fonctionner comme cela. Monsieur Fine, vous voulez la parole. Vous avez pris ces propos liminaires comme une attaque, Monsieur le Président. Ce n'est nullement une attaque, à mon sens. Ça a le mérite de poser la problématique sur la table. C'est vrai que c'est votre gare qui a été occupée, mais c'est le territoire de la communauté de communes. Je veux dire, Montgenèvre est la porte d'entrée. Montgenèvre, cet hiver, je pense qu'il y a une carte, il y a un enjeu à avoir au niveau touristique, etc. Quelle serait la vision si, malheureusement, des choses se passent mal au niveau de ce col? Et quand je parle de passer mal, est-ce que le fait d'avoir quand même, bon, vous avez eu des propos au niveau des grandes chaînes locales, CNews, BFM, je crois, et il y a eu aussi une tribune dans l'IB, je crois, ou quelque chose dans le Figaro, mais qui date d'il y a 3 mois. Ah, le Figaro, il y a 3 mois. Moi, ma crainte, c'est bon, ces personnes qui vont arriver, vous faites preuve de fermeté, vous mettez l'État devant ses responsabilités, donc a priori, l'État récupérera ces personnes et feront des bus comme ils l'ont fait malgré tout pour les amener vers les centres où ils pourront demander l'asile politique. Moi, sur ces migrations, j'ai quand même une question ouverte à vous poser. C'est comment vous différenciez-vous, puisque vous parlez de migrants, de la migration officielle, la migration, on va dire, par les passeurs, etc. Vous, comment vous arrivez à identifier ce type extrêmement simplement, puisqu'en l'occurrence, quand vous faites une demande de droit d'asile, derrière, vous avez des papiers, et en l'occurrence, un titre de séjour provisoire. Mais pour demander le droit d'asile, à un moment, il va falloir poser le pied sur un territoire, quand même. Hein, oui, et en l'occurrence, quand on a des personnes qui sont en Italie, c'est en Italie qu'elles doivent faire leur demande d'asile, et vous le savez bien. Bien sûr, on le sait, mais de toute façon, les passeurs les amènent jusqu'à Briançon. Pourquoi Briançon? Parce que, vous l'avez dit, il y a la gare, et que cette gare qui... là-dessus, donc, s'il y a un afflux, l'État est en train de le gérer. J'espère, et que là, on soit tous clairs. Moi, j'ai entendu parler de rafle. En 2021, entendre ces propos-là dans certaines bouches, pas d'élus, hein,
de responsables peut-être d'associations, etc., ça fait frémir. Et moi, là, je me battrai contre ça. Je veux dire, on arrive, comme vous l'avez dit, en République, on arrive dans un état de droit, et si des bus sont mis en place pour accompagner ces personnes-là, c'est dans aucun cas une rafle. C'est pour éventuellement leur proposer l'asile politique. Ça, c'est la deuxième chose. La dernière chose, moi, j'ai une crainte, et je vous en fais part ce soir, avec cette exposition médiatique, etc. On sait comment ça a pu finir dans d'autres coins de la France, Notre-Dame-des-Landes, et puis d'autres lieux. Moi, j'ai une vraie inquiétude. Est-ce que Briançon va pas devenir dans les prochains mois une ZAD, une zone à défendre, qui va faire monter encore plus, exacerber les sentiments à la fois des populations locales, mais aussi peut-être des personnes qui n'ont rien à voir avec ce territoire et qui vont se faire fendre d'une cause humanitaire et humaniste générale, et qui peut également poser une vraie problématique. Je vous confirme que ça n'arrivera pas, parce que croyez-moi que je ne le laisserai pas arriver, et que je ne crois pas que la préoccupation des services de l'État ne soit autre. Première des choses. Deuxième des choses, on peut refaire l'histoire, mais il faudra un jour faire l'historique de celles et ceux qui ont créé ces circuits qui n'existaient pas, parce que je m'excuse, mais quand on vient en l'occurrence du territoire italien, il n'y a absolument aucune logique géographique à passer par le col du Mont-Genèvre et arriver à Briançon, aucune. Voilà. Si ce n'est qu'aujourd'hui, les réseaux de passeurs et les services de l'État vous l'expliquerez très bien, se sont servis et ont institutionnalisé un circuit, parce qu'à un moment, il y avait il y a ce circuit qui a été mis en place pour aider les gens à passer, ni plus ni moins, autant du côté italien que du côté français. Mais il se trouve que ça a commencé à Briançon, et il se trouve que moi, je fais peut-être partie des seules personnes qui s'y sont toujours opposées et qui ont toujours tenu un discours clair. Et maintenant, croyez-moi, rattraper cette situation-là, elle n'est pas simple. Maintenant, en tout état de cause, permettez-moi de vous dire que il est anormal qu'on puisse passer la frontière aussi facilement, alors qu'en l'occurrence, quand on est en Italie, on risque pas sa vie. Quand on est à Oulx, en l'occurrence, on risque pas sa vie. Et que force est de constater que depuis la mobilisation par le ministre de l'Intérieur de 2 escadrons de gendarmerie mobile à la frontière, on est passé de l'ordre de 100 passages par jour à quelque chose comme 10 à 15 passages par jour. Et c'est une vraie réussite pour les services de l'État, et je pense que c'est normal, parce que je pense que le circuit réglementaire normal doit être respecté, et que l'Italie doit assumer toutes ses responsabilités, et que ça n'est pas à la ville de Briançon et aux Grands Briançonnais de l'assumer totalement, et pour les autres. Voilà, moi je me battrai là-dessus, et je peux vous dire que les discussions que j'ai sur ce dossier avec le ministre de l'Intérieur, et je pense qu'il fera des annonces dans un certain nombre de jours, sont là-dessus fructueuses, et que j'attends moi de la part des services de l'État des vraies réponses. Voilà, maintenant, si la question c'est il faut absolument des places d'hébergement d'urgence, c'est la responsabilité de l'État, je crains que la réponse ne soit toujours non. Elle le sera en tout cas de ma part sur ce qui concerne les compétences qui sont les miennes, mais elle le sera aussi de la part de l'État, puisque en l'occurrence, il y a un circuit qui existe déjà pour les personnes qui sont dans le circuit de demande d'asile, puisqu'il y a des centres d'accueil de demandeurs d'asile, et que, vous le savez très bien, en plus, pour toutes les personnes qui ont prononcé des mots dans les médias que je regrette, que concernant les OQTF qui ont pu être délivrés sur des personnes ressortissant de l'Afghanistan, on ne les reconduit pas dans leur pays, puisque c'est un pays en guerre dans lequel il n'y a plus de pont aérien. Donc en plus de ça, c'est des personnes qui sont traitées avec grande dignité. Voilà. Maintenant, celles et ceux qui veulent continuer à dire qu'il faut absolument institutionnaliser un système d'accueil des migrants à Briançon pour le pérenniser, ont tout à fait le droit, puisque nous sommes en pleine démocratie, de tenir ces propos. Moi, en tout état de cause, je m'y opposerai, et je me lui opposerai toujours, parce que je pense qu'aujourd'hui, ça n'est pas le sens de ce que nous devons faire, et qu'il faut là-dessus faire respecter la loi, comme je l'ai déjà dit. Voilà. Oui, monsieur Faubert. Oui, simplement, sans reprendre tout ce qui a été dit, déjà pour agir par rapport comment le Briançonnais est devenu un chemin d'émigration, je crois qu'il faut faire là un peu, malheureusement, de géographie. Quand la frontière a été militarisée dans les Alpes-Maritimes, que ce soit au niveau de Vintimille ou de la Roya, forcément, les frontières étant plus perméables en zone de montagne, le Briançonnais est devenu un lieu de passage. Mais ce n'était pas le sens de mon intervention, de mon propos. Vous l'avez très justement dit, Monsieur le Président, effectivement, c'est un problème qui dure depuis plusieurs années, qui est malheureusement appelé à perdurer, voire à s'amplifier. Du coup, vous l'avez dit aussi, la militarisation permet momentanément de limiter les flux de passage, mais dès que la militarisation va se relâcher, les passages vont reprendre.
La militarisation de la frontière engendre aussi une prise de risque pour toutes ces personnes-là qui tentent de traverser. Et surtout, comme vous l'avez dit très justement, je pense qu'il n'y a rien de plus désagréable pour un maire de voir une occupation illégale de ces bâtiments communaux. Donc, que faire pour éviter que cela se reproduise ? Quels moyens de prévention faire pour éviter qu'il y ait des occupations illégales de bâtiments? Et malheureusement, je pense que sans qu'il y ait quelque chose d'organisé, de structuré, c'est le risque qu'on prend que ce type de situation fort désagréable se reproduise, que ce soit à la gare, à la salle du Proel ou malheureusement dans d'autres lieux qui pourraient être squattés. Alors à Briançon, évidemment, puisque c'est la ville-centre, mais aussi, s'il y a des lieux inoccupés dans d'autres communes, le risque, il n'est pas... Voilà, il existe réellement. Donc voilà, on est à l'approche de l'hiver. Comment on anticipe tous ces problèmes-là? Excusez-moi, mais je pense que c'est un sujet très important, soit, mais je voudrais qu'on revienne au conseil communautaire et que s'il fallait, on organiserait plus tard ou à un autre lieu une réunion débat de ce type. Moi, je suis venu là, effectivement, pour un conseil communautaire. J'aimerais qu'ils se tiennent. Je sais que c'est très important ce que vous dites et ce qui est en jeu, mais c'est pas le lieu aujourd'hui. Bon, on peut estimer, cela dit, que tout le monde a pu au moins faire part de son opinion et de ses convictions sur le sujet. Et si vous en êtes d'accord, je mets un terme au débat liminaire et j'ouvre la séance. Ça convient à tout le monde? Oui, mais juste si tu permets, Arnaud. Allez, une dernière prise de... Non, mais là, je vais pas rajouter. Je voulais aussi faire une intervention, mais on va rester dans le cadre de la séance ce soir. Mais je souhaiterais que sur un conseil communautaire ultérieur, on puisse à un moment mettre en question diverses ce sujet. Parce qu'il me semble que on fait trop d'amalgames. Aujourd'hui, on confond immigrants, réseau et dogmatisme politique, etc. Donc, il faut vraiment qu'on pose un petit peu le sujet pour savoir sur ce territoire où on va et comment on y va. Merci. Allez, j'ouvre la séance du Conseil en vous demandant si vous voulez bien approuver le procès-verbal du Conseil communautaire du 14 septembre. Oui. Vous m'avez coupé l'herbe sous le pied, Monsieur le Président. Vous avez envoyé un mail à 17h45 que j'ai eu juste le temps de lire en diagonale dans mon véhicule en venant. Alors, j'ai pas pris trop de risques en conduisant. On a eu, à la suite de ce fameux conseil communautaire, deux mails qui nous sont parvenus. Le premier, donc, vous l'avez dit, MJC, vous avez fait une réponse sur lequel, vous annonciez 31 000 euros, on est plutôt à 72 000. Je me suis dit que peut-être que les chiffres, c'est pas encore, on n'a pas encore tout compris. La deuxième chose, c'était par rapport, alors, je vais dire peut-être pour vous un mot qui va vous faire bondir, c'est au secours. Qui nous a pourfendu d'un mail aussi derrière en disant que finalement eux étaient présents à cette fameuse réunion et que vous n'y étiez pas. Donc moi voilà, je voudrais savoir simplement dans tout ça, à chaque fois, quel est le vrai du faux, parce que il me semble qu'il est important, on peut annoncer des choses en conseil communautaire, etc. Mais il me semble important d'être assez précis dans tout ça. Donc j'ai bien compris que finalement quelque chose s'est brisé entre la CCB et la MJC, qu'il y aura peut-être des solutions qui seront apportées courant 2023, c'est ce que vous avez dit dans le courrier. Concernant le reste, écoutez, je voulais simplement vous dire que sur ce compte-rendu de conseil communautaire, et là c'est vis-à-vis des services, il a été extrêmement précis sur les propos qui ont été tenus par chacun d'entre nous. Moi j'ai apprécié d'avoir cette lecture totale et je vous en remercie. Merci. Oui, pas de retour. Du coup, vous avez eu ma réponse sur la MJC, que je voulais que je vous dise. Je pense que je suis assez clair sur les propos. La seule question, c'est que on estime que le service rendu, il est valorisé à hauteur d'à peu près 210 000 euros. Ils en demandent 250. C'est ce que nous avons fait ni plus ni moins qu'avec quasiment tous les acteurs dans cette période-là. Plutôt que de l'accepter alors qu'il y a eu des discussions, ils préfèrent nous attaquer en justice. Bon, voilà. Je vous dis, moi, c'est pas ma manière de travailler. J'estime qu'il y a du service non fait et j'estime par ailleurs que moi, travailler avec une structure
qui met pas de la bonne volonté, dans lequel j'ai du mal à savoir ce qui est fait, comment est dépensé l'argent public et pour quel résultat pour la population, ça me convient difficilement. C'est pour ça que je vous ai proposé et que je formaliserai par le biais de réunions de travail qu'on réfléchisse à la création d'un centre intercommunal d'action sociale qui nous permette ni plus ni moins d'avoir soit une stratégie différente, soit une autre, mais en tout cas que nous puissions avoir un contrôle direct sur le travail qui est fait par les équipes et sur la manière dont le budget est utilisé. Parce qu'aujourd'hui, quand je propose au vote une subvention qui est de plus de 200 000 euros et que je n'ai derrière que des retours vagues qui ne me conviennent pas, que concrètement des oppositions et in fine des recours en justice, moi, c'est pas une manière de fonctionner. C'est exactement la même chose pour Au Secours. Je ne veux plus souvenir du détail du courrier ou de ce que j'ai pu dire. Je crois que c'était la CCSPL en l'occurrence dont vous parliez. Il est probable que j'y sois pas. Enfin, je vois pas le rapport avec le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est qu'Au Secours, et vous-même d'ailleurs, faites un recours contentieux au tribunal contre l'avenant numéro 2, que je pense que l'avenant numéro 2, il est inespéré pour la CCB, parce qu'il nous a protégés de pénalités financières immenses, et qu'aujourd'hui, ni plus ni moins, on aurait un budget qui serait sous tutelle préfectorale, parce qu'on aurait dû intégrer, à commencer par les 14 millions d'euros qu'il fallait payer en fonctionnement, puisque ce sont des indemnités pour rompre la DSP, et qu'il avait été, je crois, dit à l'époque que tout cela serait emprunté auprès de la Banque des Territoires, etc., qui m'a d'ailleurs confirmé qu'ils n'ont jamais fait et qu'ils ne feront jamais un seul prêt sur des dépenses de fonctionnement. Donc ça veut dire qu'on aurait dû faire un budget 2021 dans lequel on aurait ajouté 14 millions d'euros de dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire que globalement on serait sous tutelle préfectorale. Et ça sans parler du million d'euros de pénalité pour lequel nous avons été condamnés et qu'on n'a pas pu à payer, et que j'estime globalement qu'on peut avoir un débat, que le débat il a eu lieu, qu'il y a eu un vote démocratique, bien sûr qu'il a eu lieu le débat. On a eu un vote démocratique. Au Secours se pose sur ces sujets depuis des années. C'est bien leur droit, c'est bien leur rôle. Moi, en tout état de cause, j'estime qu'on aurait pu faire continuer encore 10 ans de plus le débat sur l'assainissement. Il se trouve qu'en 6 mois, nous l'avons soldé. Voilà, et je crois aujourd'hui que chacune et chacun des usagers peuvent constater que la facture n'a pas augmenté d'un seul centime. Voilà. Et vous-même, vous pouvez constater que globalement, le deal que nous avons trouvé, il nous impacte que très peu. Le maire de la Grave, il peut constater que les travaux, ils ont repris à la Grave. Les travaux, ils ont repris dans les hameaux de Briançon. La steppe de terre rouge, elle est lancée, les travaux sont réalisés. Et que les travaux qui étaient, du fait de ces polémiques attendues depuis 15 ans, ils sont faits. Le prix, il n'a pas augmenté. Donc moi, je veux bien qu'on m'attaque en justice pour qu'on reparte sur 10 ans. Mais enfin, globalement, j'ai pas vraiment envie d'avoir un échange avec Au Secours sur ce sujet. Voilà, je ne vais pas réouvrir une polémique avec vous. Vous avez tout à fait le droit de faire des procédures en justice contre la CCB, c'est bien votre droit. C'est pas ma manière de travailler et c'est pas ma manière de faire. Voilà, c'est comme ça. Bon, c'est ce que vous avez fait par le passé. Bref, c'est pas grave, on n'est pas là pour s'écharper là-dessus. Non, à qui? Non, non, dites-moi. La CCB. Bien sûr que non. si, mais bon, bref. Non, on va pas revenir là-dessus. J'ai cru entendre que vous parliez d'un CCAS intercommunal. CIAS. Ah, pardon, CIAS. Pardon. Je vous rappelle qu'accessoirement, je n'ai fait en plus que reprendre votre proposition. Bah oui, parce que je lis le compte rendu, répond pour l'instant n'est pas envisagé. Donc, depuis, Monsieur le Président répond que pour l'instant, ce n'est pas envisagé. Non, mais parce qu'on y réfléchit. Et maintenant, oui, je n'ai fait que reprendre votre proposition. C'est une bonne proposition, bravo. Mais attendez, vous avez plein de mauvaises décisions à prendre, mais quand vous avez des bonnes idées à donner, nous les prenons. Hein, bon. Voilà, donc je mets la proposition du PV aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Du coup, il est adopté. Je vais mettre le compte-rendu des décisions du président aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il est adopté. Je mets ensuite le compte-rendu des décisions du bureau aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il est adopté. Et enfin, le compte-rendu des arrêtés. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Pardon, je considère qu'il est adopté. Et j'ouvre le Conseil communautaire avec la première délibération que, bien entendu, je ne retrouve pas parce que je l'ai rangée à l'envers. Si jamais tu l'as, je te remercie. Sur la modification du règlement intérieur dont on avait déjà parlé plusieurs fois. Il y a les modifications notamment sur le droit d'expression qui avaient été demandées. Je ne pense pas que ça appelle à des discussions majeures, mais si vous avez des questions, on y répond bien volontiers. Je sais pas pourquoi donc,
le mettre aux voix. Ah, Monsieur Faubert, pardon. Oui, non, juste quelques petites remarques là sur les modifications apportées. Par rapport à l'article 23 sur le rôle des commissions, puisque donc l'article est modifié, puisque maintenant les commissions instruisent les dossiers de leur domaine préalablement à leur discussion au conseil de communauté et non plus préalablement à leur discussion en bureau. Je voulais simplement faire remarquer que ça, à mon sens, assez révélateur d'un fonctionnement vertical des commissions dont on a déjà eu parlé à plusieurs reprises, qu'on ne trouve pas forcément pleinement satisfaisant. J'ai entendu tout à l'heure Olivier qui faisait remarquer, et il a raison, c'est pas le lieu de parler de certains sujets comme de la crise migratoire, mais moi des fois je me demande quel est le lieu approprié pour aborder certains sujets. Je me souviens qu'au dernier conseil communautaire, et vous aviez parfaitement raison, lorsqu'il y a eu le débat sur la MJC, c'était au moment de la présentation du rapport annuel de la DSP de l'Eden Studio. C'est effectivement pas le lieu, pas le moment, pas l'occasion pour parler des problématiques de la MJC. Mais du coup, on a l'impression parfois, qu'il n'y a pas d'espace dédié pour aborder certains sujets où il n'y a pas forcément de délibération derrière en conseil communautaire. Il avait été évoqué à un moment la possibilité qu'il y ait des points divers abordant certaines commissions. C'est le cas ? Que oui, mais l'enchaînement là des fois des commissions permet pas toujours de prendre ce temps pour aborder certains sujets. Voilà, là moi j'exprime ce que je vous avais proposé, et je vous l'avais écrit pour des raisons d'organisation très simples, c'est que si vous avez des sujets que vous souhaitez faire figurer en discussion annexe de l'une ou l'autre des commissions, tout simplement juste d'en prévenir pour qu'on les rajoute à l'ordre du jour quand on vous les envoie et qu'on puisse prévoir tout simplement le temps des commissions, parce que par la force des choses, si je ne le sais pas avant, je ne le prévois pas, et sinon ça peut amener à des situations où on vous fait passer 5 heures d'affilée à la CCB avec 1 heure d'interruption de chaque commission, et qu'on s'est dit que c'était quand même pratique quand tout ça était bien huilé et roulé. Mais je le répète, toutes les demandes de sujets et de discussions et de questions diverses que vous voudrez inscrire à l'ordre du jour des discussions de nos commissions seront automatiquement inscrites et feront l'objet d'un débat avec le vice-président concerné ou avec moi-même. Ok, mais on en prend acte et on n'hésitera pas à faire remonter ces sujets. Autre petite remarque, on aurait pu aussi profiter, je pense, de cette modification du règlement intérieur pour ajouter un article sur les groupes d'élus, puisqu'il n'en est pas fait question dans ce règlement. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de disposition législative en la matière, donc souvent c'est le règlement intérieur de la collectivité qui prend acte de la constitution de groupes et surtout traite derrière de leur fonctionnement et des éventuels moyens matériels mis à leur disposition. Bon, peut-être que le sujet n'est pas abordé puisque l'attribution d'un local pour notre groupe n'est pas à l'ordre du jour. Et enfin, juste par rapport au droit d'expression des élus communautaires, juste quelques interrogations. L'ancienne version du règlement faisait référence à une charte pour préciser justement le droit d'expression des élus communautaires. Et juste par rapport au texte tel qu'il nous est proposé, donc on se félicite puisque donc on a été sollicité par votre directeur de cabinet, donc on se félicite d'apprendre qu'il va y avoir la publication prochaine du premier numéro du magazine de la CCB. C'est très bien puisqu'on l'avait réclamé à plusieurs reprises. Je précise juste que s'il n'a pas été publié avant, c'est parce que sinon je vous l'aurais collé dans les boîtes aux lettres en pleine campagne électorale et je pense que vous n'auriez pas apprécié. Ouais, la campagne est finie depuis quand même quelques mois. Oui, mais enfin en plein mois d'août, c'était pas génial. Vu la façon dont est rédigé cet article 33, et je sais bien que le droit d'expression est attaché aux élus individuellement et non pas à la notion de groupe, mais du coup, puisqu'il est fait état que le volume, là, les 1400 signes, espace compris, sera ajusté en fonction du nombre de conseillers communautaires souhaitant s'exprimer. Si au moins à l'oral, on peut avoir quelques précisions. Combien d'élus souhaitent s'exprimer? Donc nous, on a joué le jeu, on a fait un texte commun aux élus de notre groupe. Mais admettons, un jour, il y a 10 élus qui demandent d'avoir un droit d'expression. Ça signifie concrètement que chacun des élus aura 140 signes, espace compris. Vous parlez de la page 2, là? De l'article 33 du règlement. La page 1. La formulation, elle n'appelle pas
Enfin, de remarques particulières, mais c'est plus à l'oral. Bah non, mais c'est juste que ce qu'on a formalisé, c'est ni plus ni moins qu'il y a un groupe majoritaire, un groupe minoritaire, même si on l'a pas formalisé, parce que j'estimais que, enfin, je vois pas ce que ça aurait apporté comme intérêt supplémentaire, mais en tout état de cause, bah voilà, il y aura une tribune des élus de la majorité, une tribune des élus, j'appelle pas ça l'opposition, je vais appeler ça la minorité, si vous me le permettez. Je pense que c'est plus approprié. Et plus respectueux, puisqu'on a de toute façon le destin d'un territoire en commun. Voilà, tout simplement. Donc il n'y a pas d'autres élus en dehors de notre groupe qui ont fait part de leur volonté de s'exprimer. Voilà. Ok, merci. Je vous en prie. Oui, mais si vous permettez, Monsieur le Président, c'est une réelle avancée. C'est une réelle avancée parce que précédemment et lors de la dernière gouvernance, parce que tout à l'heure vous parliez de géographie dans vos propos et en off j'ai soufflé d'histoire aussi. De temps en temps il faut rappeler l'histoire et il faut rappeler le mutisme dans lequel nous étions cantonnés sous la mandature précédente. Alors je félicite aujourd'hui cette nouvelle majorité d'avoir cette ouverture d'esprit. Prenez le micro, Madame Valdener. Prenez le micro, sinon on ne vous entend pas. Je ne vous ai pas entendu être choqué à la dernière mandature sur ce fait dont nous discutions avec Éric Pétieux, juste à l'instant. Alors, moi, je n'étais pas directeur de cabinet du président de la communauté. Je vous rassure, Monsieur Faubert, c'était la même chose à la mairie de Briançon. Et Madame Valdener peut le confirmer, nous n'étions pas dans les mêmes groupes. Et nous n'étions pas dans les mêmes groupes. Le règlement intérieur du conseil municipal prévoyait qu'effectivement, il fallait appartenir à un groupe. À la bonne heure. Oui, ceux qui appartenaient à un groupe avaient un droit d'expression. Tout à fait. Comment vous savez, on met les gens dans des cases et on leur appuie sur la tête. La morale de tout ça, c'est que l'histoire, ce sont des faits, mais c'est avant tout une histoire d'interprétation. Hein. Là, en l'occurrence, c'était pas des reproches, c'était juste des précisions, que ce soit bien clair. Monsieur Faubert. De toute façon, on peut épiloguer. Monsieur Pétieux, vous n'avez jamais fait une demande auprès de la CCB pour avoir une tribune dans les derniers CCB Info. L'histoire, elle est là aussi. Donc maintenant, franchement, et Monsieur. Voilà, et on va pas continuer à taper sur les mandatures d'avant. Il y a peut-être eu des problématiques. Il y a certains élus qui étaient là également et qui ont levé la main d'un commun accord aussi, qui font partie du groupe majoritaire. Vous avez jamais fait la demande de publication dans la CCB Info. Point final. Mais est-ce que vous en aviez? Est-ce que dans le règlement interne, est-ce que c'était stipulé? Non, c'était pas prévu dans le règlement interne. Puisqu'on vient de le rajouter. Monsieur Fine, et honnêtement, moi je ne vais pas rouvrir les débats sur le jugement que les Briançonnais et la population font à mon avis très bien, puisqu'en l'occurrence ils sont rendus aux urnes et je crois que leur choix était très clair. Mais chacun jugera, mais pour avoir vécu cette période de l'histoire politique, non sur ces bancs, mais juste à côté, je crains de pouvoir dire que j'ai une manière de fonctionner vis-à-vis soit de l'opposition au conseil municipal, soit du conseil communautaire, qui me semble très largement plus à l'écoute, très largement plus souple, et très largement plus dans une certaine idée que je me fais de la tolérance et d'un discours démocratique apaisé, que ça ne fut le cas par le passé, où globalement, la seule réponse parfois c'était « dont acte, merci, au revoir », et sinon je me mets à hurler. Mais chacun aura une vision, et l'histoire jugera là-dessus, mais voilà, je veux pas me jeter des fleurs, mais je crois pas non plus être un horrible tyran qui empêche les gens de prendre la parole, et je suis toujours ouvert justement à ce que l'expression des uns et des autres puisse être sur la table, tout simplement parce que j'adore le débat démocratique, et je trouve que honnêtement ça fait avancer les choses. Voilà. Donc après, qu'on me mette en difficulté, qu'on me dise vous faites une bêtise, et j'essaie de le reconnaître, mais en tout état de cause, quand je pense que j'ai raison, je défends mes convictions, parfois avec un peu de vigueur, mais c'est mon caractère, et je vais même vous dire, j'adore ça. Allez, du coup, je le mets au voie, le règlement intérieur. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Je vais ensuite vous soumettre la modification des indemnités, on en avait parlé, tout simplement pour rehausser le nouveau vice-président, M. Caponi, et je le remercie à nouveau du travail qui est fait sur l'assainissement. Si ça n'appelle pas de questions, je le mets... Oui. En regardant le tableau, alors je ne sais pas si c'est une erreur, ou je remarque que l'ensemble des vice-présidents ont une indemnité à 15 ou 16,5. Monsieur Salle a une indemnité supérieure. Est-ce que c'est une erreur de frappe ou Non, pas du tout, et c'était déjà le cas.
D'accord. Tout simplement parce que M. Salle, et c'est depuis le début du mandat, je lui ai demandé depuis le début du mandat de passer beaucoup plus de temps à la CCB pour pouvoir signer, me suppléer et être présent. Voilà, donc c'était le cas dès le début du mandat. Rassurez-vous, c'est de l'ordre de quelques dizaines d'euros. Hein, oui, non, mais on remarque également que Guy Hermite a fait l'effort aussi, je crois. Hein. Tout à fait. Et pour donc, des raisons que merci à lui, c'est là où ça se passe. Pour des raisons que chacun comprendra, et je crois que là-dessus, il faut avoir un peu de respect. Voilà. Je vais mettre cette délibération aux voix si vous en êtes d'accord. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Je vous en remercie. L'ordre du jour appelle l'adoption du pacte de gouvernance. Je ne vais pas vous faire injure de vous le représenter puisque à la fois il a fait l'objet d'un vote dans une première acception ici, il a fait l'objet d'examen dans chacun de vos conseils municipaux et je remercie celles et ceux qui ont bien voulu nous transmettre des retours et donc il nous revient tout simplement de l'adopter définitivement. Donc je voulais savoir si vous aviez des questions. Oui, Monsieur Faubert. Oui, malheureusement, je suis obligé de revenir sur le sujet. Lorsqu'on en avait parlé, je crois que c'était le 18 mai en conseil communautaire, vous étiez engagé à réunir à nouveau la conférence des maires à la fin de l'été, suite donc à l'avis donné par nos différents conseils municipaux. Et du coup, moi, je m'étonne que le texte nous soit représenté aujourd'hui sans qu'on ait eu cet espace d'échange. Et moi, je précise bien quand même que les conseils municipaux ont délibéré, enfin, ont donné leur avis sur le sujet, sur cette base-là, sur le fait qu'il y avait la possibilité d'amender, d'améliorer éventuellement le texte. J'ai entendu la remarque pour le CIAS et ça faisait moi partie des points justement que je voulais aborder lors de cette conférence des maires. Donc moi je suis quand même un peu gêné, alors qu'il y avait un engagement fort de prix de réunir à nouveau la conférence des maires pour en redébattre suite au passage en nos conseils municipaux, qu'on fasse l'impasse sur cette étape. Et juste par rapport au délai, justement, c'est l'argument aussi qui était avancé. Parce que normalement, on aurait dû adopter ce pacte de gouvernance avant la fin du mois de juin. Il avait été dit à ce moment-là, autant prendre le temps de bien faire les choses, de bien concerter. Et je vois qu'au final, on l'a pas fait. Je trouve ça fortement regrettable. Et je voulais juste, là, c'était sur le fond, sur la forme, faire remarquer. Je crois que dans les listes des conseils municipaux, Nevache s'est mis comme un accord tacite, alors qu'ils ont bien délibéré le 17 juin sur le sujet. Claudine n'est pas présente, mais elle me l'a confirmé. La délibération est sur le site internet de la commune. Dont acte. Moi, je voudrais juste... sur les 13 communes, toutes ont délibéré favorablement, 10 sans remarque ou sans retour, et 3, la vôtre, la commune de Val-des-Prés, la commune de Villars-Saint-Pancrace, avec la même délibération, avec un vote favorable, et dans lequel vous émettez effectivement des regrets sur la méthode éventuellement, mais pas, sauf erreur de ma part, d'objection de fond ou de proposition d'intégration de texte, etc. Donc j'ai considéré, entre vous et moi, juste, j'y reviens sur la forme. Enfin, on fait des conférences des maires qui durent 2 heures, 3 heures, il y a un débat après. Très franchement, à nouveau, si vous voulez qu'on ait... franchement, je trouvais plus intéressant la dernière conférence des maires qu'on aille sur le dossier transport, sur le fond des dossiers, etc. Vraiment, si vous voulez qu'on ait... Enfin, j'entends bien qu'après vous soyez en cohérence avec ce que vous aviez déjà dit, mais je crois vraiment qu'on peut s'économiser aussi. Voilà. Bon, donc, mais à nouveau, je vous le redis, si vous avez en conférence des maires, moi j'ai aucun problème avec la conférence des maires, au lieu de commencer à 9h30, elle commence à 8h, et qu'on aborde un certain nombre de sujets à la demande des conseils municipaux, à la demande des maires, etc. Je pense que ce pacte de gouvernance, il fait l'objet de 13 votes favorables des communes, que c'est un document d'orientation stratégique, et que voilà, je pense qu'il faut avancer. L'un n'empêche pas l'autre. Effectivement, c'était bien de réunir la conférence des maires sur la mobilité. On aurait pu aussi prévoir ce sujet-là, puisque vous en avez pris l'engagement. Et quant aux propositions des conseils municipaux, ils ne figurent pas sur le texte de la délibération, puisque l'idée, c'était bien effectivement d'en redébattre en conférence des maires. Et qui, bon, moi je parle pour en tout cas ce qui concerne ma commune, ça a fait l'objet de longues discussions et c'était très intéressant. Il y a belles idées. Alors moi, je n'étais pas forcément favorable à toutes qui sont ressorties. Mais enfin, je pense que certains des élus dans nos communes vont être frustrés de savoir qu'au finalement, on n'est pas allé au bout de cette démarche. Bon, écoutez, ok. Bon, allez, dont acte. Je vais pas revenir parce qu'après, sinon, vous allez m'obliger à rappeler, par exemple, c'est comme sur les commissions. Enfin, vous me dites, oui, les commissions, on discute pas assez. Bon, si vous voulez, je ressors les statistiques de celles et ceux qui viennent en commission et de ceux qui ne sont pas venus aux 4 dernières séances des commissions, quoi. Voilà. Bon.
Mais après, on me fait des reproches. Voilà. Bon. Donc, Je rappelle l'engagement que vous aviez pris devant cette Assemblée, Monsieur le Président, lors d'un conseil communautaire, c'est tout. oui, d'accord. Et moi, je vous rappelle que vous n'étiez pas au dernière séance de commission. Donc, quand on veut faire peser sa parole et poser des questions, il faut venir. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Pardon? Pourquoi? Des oppositions ou des abstentions? Opposition? Très bien. La délibération est adoptée. La délibération suivante consiste à adopter le schéma de mutualisation de la communauté de communes, qui a été donc présenté en comité technique, qui fait l'objet d'un avis favorable et que nous vous avions présenté naturellement sur la mutualisation des services. Pas de modification contrairement sur ce que nous avions présenté, c'est-à-dire l'informatique, la communication, le cabinet, la direction générale et l'accueil, bien entendu. Voilà, donc on vous demande tout simplement, après l'avis favorable du comité technique, d'adopter le schéma de mutualisation. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? S'il n'y en a pas, je vais le mettre aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il est adopté et je vous en remercie. La parole est à monsieur le vice-président chargé des ressources humaines. Merci, Président. Oui, donc concernant la mise en œuvre de ce schéma de mutualisation, donc c'est la suite de la délibération précédente. Donc là, c'est donc des conventions pour la création des services mis en commun entre la ville et la communauté de communes. Donc les objectifs poursuivis, donc c'est déjà de s'assurer de cette organisation optimale qui est poursuivie dans le schéma de mutualisation. La seconde raison, c'est aussi d'anticiper ce qui va se passer dans la cité administrative. Avec des usages qui seront mis en commun et donc de faire tomber ces barrières administratives entre les deux collectivités. Donc des conventions avec la création de 6 services en commun. Donc le premier, c'est la Direction Générale des Services, donc qui sera portée par la ville de Briançon. Le cabinet qui sera lui porté par la CCB. Le service communication qui sera également porté par la CCB. Et là, l'objectif, c'est aussi à terme, pourquoi pas, de proposer aux communes aussi ce service qui puisse servir pour certaines communes qui ne sont pas dotées, ou en tout cas qui n'ont pas un service optimal dans ce secteur-là. Le service, j'ai confondu, c'est le service ressources numériques qui concernera donc cette proposition pour l'ensemble des communes. Donc lui aussi porté par la communauté de communes. Le service des affaires juridiques et des marchés, donc qui lui sera porté par la ville de Briançon. Le service accueil, courrier et logistique, qui lui sera porté par la CCB. Donc c'est des conventions qui sont établies pour la durée du mandat. Donc ça permettra, si à la suite de ce mandat, il y a des changements, chacun retournera dans sa collectivité. Des réunions ont été organisées avec l'ensemble des agents concernés et ça a été validé au dernier comité technique. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Oui, monsieur Aymar. Donc, en regardant un petit peu les documents qui nous ont été fournis, donc on a bien compris que le partage se faisait à 50-50 sur les heures, enfin sur l'unité qui était calculée en heures. Je voulais savoir, est-ce qu'on connaît l'impact budgétaire que ça aura sur les deux collectivités, ce partage de... Alors, pour la communauté de communes, il sera de l'ordre de 50 000 € environ. D'accord, et sur Briançon, on a une idée? « 200 000. » 200 000. Et je me posais une question, j'ai cru lire qu'il y avait dans le cadre de mutualisation, la DGF pouvait être majorée. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Oui, on va avoir une DGF bonifiée puisqu'on majore le coefficient d'intégration fiscale. Bon. Pour l'ensemble des communes. Non, que pour la CCB. Mais, monsieur le maire, la CCB, c'est vous. Coopération. C'est aussi vous. Et j'avais une question sur le comité de suivi.
Le comité de suivi, il est composé du maire de la commune de Briançon, du président de la communauté de communes. Il est fait aussi composer des 2 élus en charge des ressources humaines dans les 2 collectivités, et ainsi que de 2 salariés de chaque structure. Tel que ce comité de suivi est organisé, c'est un peu l'organisateur qui se contrôle lui-même. Est-ce qu'il n'y aurait pas été possible de faire en sorte que ce soit un bureau des maires qui puisse travailler là-dessus? Enfin, vous savez, en l'occurrence, le président de la communauté de communes, il est chargé de l'exécution des dépenses. Il est aussi chargé de vous rendre compte d'un compte administratif et donc de leur bonne exécution et de leur justification. Et il y a en l'occurrence bon nombre de choses que je suis amené aussi à vous soumettre. C'est l'ordre des choses. Mais ça remettrait en cause le fonctionnement qui est lié ni plus ni moins qu'à l'application du Code général des collectivités territoriales. Donc j'aurais du mal à faire différemment là-dessus. Okay. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il n'y en a pas, il est adopté. Vous avez la parole. Merci, Président. Oui, donc la délibération suivante, elle concerne donc la modification du tableau des emplois. Donc la première concernant le pôle compétitivité et attractivité. Donc c'est tout simplement la création d'un emploi permanent. On a eu des difficultés à recruter sur un emploi non permanent et à temps non complet pour un poste au développement économique et touristique. Donc ce qu'on vous propose, c'est de passer un emploi permanent à temps complet pour les missions de chargé de développement économique. Ensuite, concernant la mobilité, donc suite à la prise de compétences, il est proposé de transformer, de créer l'emploi permanent pour pérenniser la personne qui est en poste sur le poste occupé depuis 2020, sur l'emploi non permanent. Concernant le pôle développement durable et transition écologique et la gestion et valorisation des déchets, donc pour ce service, une création de 5 emplois non permanents pour répondre à l'accroissement d'activités liées à la saison, donc c'est principalement des rippers ou chauffeurs pour renforcer les équipes. Et enfin, concernant le pôle cohésion sociale et territoriale, c'est tout simplement la transformation d'un emploi permanent pour modifier la quantité de travail d'un emploi permanent à temps non complet, donc pour passer de 70% à 50% pour répondre à la demande d'un agent. Je vous remercie. Est-ce que ça appelle à des questions ou à des remarques? Je vais mettre donc la délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. La parole est à monsieur le vice-président aux finances pour plusieurs délibérations de DM et de reprise de provisions, etc. Merci beaucoup. Oui, effectivement, quelques délibérations, mais ça devrait être relativement rapide. La première concerne effectivement une reprise de provision consécutive au fait des difficultés qu'avait rencontrées la copropriété La Grande Boucle. La communauté de communes est membre de cette copropriété au travers de la résidence des travailleurs saisonniers. Une des parties prenantes, c'est la société SEI, a connu de grosses difficultés et à ce titre devait au titre de la copropriété aux alentours de 728 000 € de charges impayées. Donc des poursuites ont été engagées au travers de cette société. Compte tenu de sa liquidation judiciaire, on a dû mettre effectivement en sommeil nos espérances. À ce titre, on avait donc prévu une provision de 80 000 € en 2017. Depuis, la société SEI a été vendue aux enchères et par bonne aubaine, effectivement, on a pu régulariser pratiquement l'ensemble des charges impayées de cette société. Et donc, il convient aujourd'hui de récupérer cette provision qui est devenue inutile compte tenu du fait que la dette que nous pouvions avoir a été entièrement soldée. Et donc, je vous demande d'imaginer la possibilité de reprendre cette provision. Merci. On gagne des sous, vous l'avez compris. Est-ce que ça appelle à des questions? Sinon, je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Vous avez la parole à nouveau. Oui, dans le même ordre d'idée, ça concerne les créances pour lesquelles on a des difficultés à recouvrer. Donc, un certain nombre de créances seront admises en non-valeur, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas totalement éteintes. Elles pourront un jour être réactivées et d'autres, par contre, compte tenu des situations des débiteurs, sont considérées comme définitivement éteintes, avec impossibilité pour nous de recouvrer et de tenter toute action de recouvrement.
Il y a donc 133 titres de recettes qui représentent actuellement 32 411,90 €, qui feront l'objet d'une comptabilisation pour partie en non-valeur, donc avec possibilité un jour ou l'autre de tenter un recouvrement à hauteur de 16 696,96 €, et des créances qui, elles, seront considérées comme définitivement éteintes pour 15 714,94 €. Merci, je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée, vous avez la parole à nouveau. De la même façon, compte tenu du fait qu'on a engagé un certain nombre de créances irrécouvrables depuis quelques années, il est possible aujourd'hui de constituer une provision à hauteur du tiers du montant, enfin des pièces qui ont été prises en charge depuis 2 ans maintenant et qui restent à recouvrer. Et donc, il serait souhaitable d'envisager cette provision à hauteur de 21 100 €. Merci, je mets à nouveau cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. D'un certain nombre de décisions prises en conseil communautaire, et notamment quelques-unes sur ce conseil communautaire actuel, donc, il est envisagé une décision modificative numéro 2 du budget général. Dans ce qui concerne les dépenses, vous avez vu qu'il s'agit d'inscrire 40 000 € de crédit pour effectuer une étude de positionnement économique et de stratégie d'attractivité économique, d'inscrire 10 000 € de crédits supplémentaires pour le paiement du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Il s'agit donc d'équilibrer entre les EPCI dits riches et ceux dits plus pauvres l'ensemble des ressources. Nous avions prévu au BP 315 000 € de charges à ce titre-là, et les comptes définitifs ressortent à 324 000 €. Donc il conviendra d'inscrire 10 000 € supplémentaires. 25 000 € pour la comptabilisation des remboursements de TASCOM, ce sont des décisions qui ont été prises en conseil communautaire. Inscrire 11 000 pour le versement de la subvention de fonctionnement au décablé, également prise en conseil. 10 520 de crédits supplémentaires pour l'enregistrement des admissions en non-valeur et créances éteintes, décision prise en conseil ce jour. 21 000 de crédits pour la constitution de la provision dont on vient de parler. Pour les recettes de fonctionnement, 2 bonnes nouvelles, c'est donc des recettes supplémentaires à hauteur de 267 000 subventions de la CAF en direction de la crèche de Briançon dans le cadre des établissements collectifs d'accueil de jeunes enfants, et 115 000 € de recettes supplémentaires pour le versement de subventions de la CAF en direction de la crèche de la Guisane dans le cadre de la même affiliation. Inscrire 80 000 € de crédits supplémentaires pour la reprise des provisions dont on vient de faire état au niveau de la copropriété des Grandes Boucles. Ça, c'était donc pour le fonctionnement. Pour l'investissement dans les dépenses, 35 000 € pour l'agencement de l'accueil du conservatoire, 6 000 € de crédits supplémentaires pour la réhabilitation du pilon. Et j'espère que ce sera donc la dernière. Inscrire 8 300 € pour l'acquisition de 16 actions au titre de la SPL ESHD. C'est une délibération prise en conseil communautaire en septembre. Pour les investissements dans les recettes, 1 500 € de crédits supplémentaires pour l'acquisition d'une étuve pour, ça c'est les dépenses, pour la cuisine de la crèche de Briançon. 18 130 € de dépenses et de recettes d'investissement pour comptabiliser la fin du remboursement de l'avance du Centre national du cinéma et de l'image animée. Donc c'est pour la mutualisation de la salle de cinéma. Et pour équilibrer cette décision modificative, donc la résultante sera d'augmenter le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement de plus 340 380 € et d'augmenter l'opération de provision pour la prospective de plus de 178 760 €. Donc c'est une opération bénéficiaire pour la collectivité. Merci. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'on augmente l'autofinancement de la CCB. Voilà. Est-ce que ça appelle à des questions ou est-ce que je peux le mettre aux voix? S'il n'y a pas de remarques, bon, ce n'est pas une DM de grande importance. Merci, monsieur le vice-président. Je la mets donc aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est adoptée. La DM assainissement, s'il vous plaît. D'une grande importance parce qu'elle a comme résultante d'amener des résultats pour la collectivité quand même.
Bon, pour ce qui est de la décision modificative numéro 1 de l'assainissement, donc de la même façon, en fonctionnement, dépenses et 2500 d'honoraires pour le service d'un avocat pour la contractualisation de l'avenant numéro 2 du contrat de concession avec la CERC, 8300 € de crédits supplémentaires pour la prestation de facturation de participation pour le financement de l'assainissement collectif et du service public d'assainissement non collectif avec la SPL ESHD, 2000 € de crédits supplémentaires pour l'enregistrement d'une créance irrécouvrable. C'est une délibération prise en septembre 2021 par le Conseil communautaire. Pour ce qui est de l'investissement, c'est une recette 105 000 de recettes d'investissement suite à la réception de l'arrêté d'attribution d'une subvention de l'État au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux 2021 pour l'opération de construction de la station d'épuration de Terre Rouge et création d'une STEP et d'un réseau de collectifs séparatifs. Pour équilibrer cette décision, il est proposé de diminuer le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement et d'augmenter l'opération d'investissement travaux futurs de 92 200 €. Merci. Est-ce que ça appelle à des questions? Est-ce que ça satisfait M. Caponi? Quelque part, certainement. Bon, et ça satisfait aussi, je crois, le maire de Servières, et je félicite les entreprises qui ont travaillé, parce qu'en plus, les travaux ont vraiment été excellemment bien faits sur la steppe de Terre Rouge. D'ailleurs, été mise en eau il y a quelques jours. Bonne nouvelle. Je mets donc la DM1 de l'assainissement aux voies. Y a-t-il des oppositions et des abstentions? Elle est adoptée. Les autorisations de programme qui en découlent pour le budget général, s'il vous plaît, monsieur le vice-président aux finances. Oui, donc ce qu'on vient de dire par rapport à la délibération, à la DM numéro 1, c'est donc modifier la PCP relative à la réhabilitation du pilon par l'ajout de 6 000 € de dépenses d'investissement supplémentaires en 2021 et qui aura pour effet de porter notre autofinancement pour cette réhabilitation du pilon à 339 275 €. Merci. Autre décision, c'est la création, c'est la création d'une APCP qui est consécutive aux décisions de la DM 2 de ce budget général. C'est la création de la PCP relative à la plateforme de co-compostage. La délibération présentée ce jour. De co-compostage. Qu'est-ce que j'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Pas relevé. Bon, c'est peut-être... Ça fourche qu'à langue. Oui, ouais, si on veut. Il en veut à Pierre Leroy, manifestement. Non, certainement pas, certainement pas. Donc, le fait de cette création a pour effet donc de créer une autorisation de paiement qui n'aura pas de conséquences financières sur 2021, sachant que les premiers crédits de paiement interviendront probablement en 2022. Merci, je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Je vous remercie. Et enfin, fonds de concours 2020 pour la Grave, je rappelle que c'est bien 2020. Oui, effectivement, depuis 2015, la communauté de communes du Briançonnais participait par l'intermédiaire de fonds de concours au financement d'équipements communaux dont la réalisation avait un impact à l'échelle communautaire. Ce dispositif qui était mis en place pour les communes de Servières, La Grave, Névages, Val-des-Prés, Villars-d'Arène, Villars-Saint-Pancras a cessé de s'appliquer à la fin de la saison hivernale 2019-2020. Mais par contre, il restait un dossier qui était en cours d'instruction qui concerne la commune de La Grave. Et donc, on propose effectivement de réaliser ce fonds de concours qui était effectivement engagé sur la période 2015-2020. La Grave sollicite le fonds de concours à hauteur de 3 570 € pour la participation à des travaux de voirie communale. On sait que le fonds de concours sollicité restera donc inférieur à 50% de l'autofinancement de la commune. Et donc, on vous demande de valider. Merci. Est-ce que ça appelle à des questions? Non. Alors oui, monsieur Finn, pardon, je vous ai... C'est pas forcément une question sur cette délibération où je suis totalement favorable. C'est maintenant on fait quoi, Monsieur le Président? À partir de cette année, donc nous avons sollicité, vous nous avez répondu en disant que donc ce fonds de concours était pas forcément légal et qu'il disparaissait. Dans un deuxième temps, nous avons sollicité aussi la station de Serre-Chevalier qui donc nous a fait part de tarifs de cette année qui, compte tenu du contexte légal
ne pouvait plus être rendu à des niveaux que l'on connaissait les années précédentes. Pour information, l'année dernière, les jeunes de ces communes bénéficiaient d'un tarif aux alentours de 380 € la saison, qui somme toute n'est pas quand même une paille. La communauté de communes intervenait, les CCAS également intervenaient, ce qui ramenait des forfaits pour nos jeunes sur des territoires qui étaient extérieurs à la station, mais intérieurs à l'EPCI, aux alentours de 230 à 240 € la saison. Cette année, ce qui nous est proposé, c'est un forfait à 780 €. Alors, moi, ça me fait pas du tout rire, Monsieur Salle, vraiment pas du tout. Il se trouve que on a déjà. Mais je comprends pas pourquoi vous dites que ça me fait rire. Ben, je sais pas, je vous voyais les hilars quand non, ça pas du tout. Je vous rassure, ça me fait vraiment pas rire cette question. À l'arrivée, nous, c'est 50 jeunes sur la commune de Villars-Saint-Pancras. Je pense que c'est une centaine de jeunes au niveau de la communauté de communes qui bénéficiaient donc de ces. Alors, c'est même pas un avantage, c'est qu'ils bénéficiaient du droit de skier sur les stations du Briançonnais. Cette année, on nous annonce donc un tarif qui est le tarif grand public, qui est bon. Je conçois. Hein, j'ai eu le directeur de Serre-Chevalier, il ne peut pas aller plus loin que ça, donc à 700, un peu plus de 750 €. Comment faisons-nous vis-à-vis de nos jeunes? On leur dit purement et simplement de ne plus skier à Serre-Chevalier et d'aller trouver une station autre, ou comment est-ce que, dans un esprit de coopération intercommunale, on arrive à trouver une issue à cette problématique? Parce que là, je parle, beaucoup de communes sont impactées, du moins. On les a listées, hein, La Grave, Villars-d'Arène, Servières, Val-des-Prés, Mévages, Villars-Saint-Pancras, ça fait quand même 6 communes. Et j'aimerais savoir s'il y a une solution ou si on annonce à nos jeunes que ben voilà, cette année ça va être comme ça et on va voir quoi. Je pense que les dispositions légales nous interdisent de continuer le processus qui était engagé jusqu'à présent. Par contre, on a mis en place un fonds de solidarité. Je crois qu'on va peut-être pouvoir l'utiliser aussi pour, dans le cadre de la réalisation de nos investissements, de diminuer nos autofinancements au profit effectivement de l'aide qu'on va pouvoir apporter aux enfants du territoire, peut-être. Il y a plusieurs points sur ce sujet qu'il faut aborder avec sérénité. La première des choses, c'est que je vous demande à ce qu'on soit bien attentif sur ce point-là. Certes, la CCB a eu par le passé opéré un financement qui était à peu près de l'ordre d'une centaine d'euros sur ces forfaits-là. Mais on ne peut pas aujourd'hui juger déjà la communauté de communes comme dépositaire de ces décisions qui relèvent, en l'occurrence, de la Compagnie des Alpes et de l'ensemble de gestionnaires, mais je vais y venir. La première des choses, c'est que, en l'occurrence, nous votions, et chacun le sait, une délibération illégale puisqu'elle venait à subventionner des dépenses de fonctionnement. Je rappelle que nous sommes en plein contrôle de la Chambre régionale des comptes. Ah ben si. Et si, quand on verse des subventions sous forme de fonds de concours pour derrière payer des dépenses de fonctionnement... Je pense que Madame Blanchard pourrait bon, c'est si, à partir du moment où on fait un fonds de concours pour en réalité aider les communes à payer les forfaits, c'est des dépenses de fonctionnement, c'est une délib... Non mais d'accord. S'il y avait eu de l'illégalité, l'État, vous nous dites que l'État n'a pas nous a regardé avec bienveillance pendant 12 ans. Je pense que ce qui serait bien, c'est à la limite sur la discussion légale et sur le contrat de légalité. Je veux bien qu'on ait la discussion de manière privée. Je pense qu'on y gagnera tous. Bon, mais concrètement, je vous confirme et voilà. Bon, on verra le rapport de la Chambre régionale des comptes, mais bon, voilà. Première des choses. Deuxième des choses, à ce stade, nous avons affaire à une problématique de niveau national qui a démarré par un contrôle de la Chambre d'Auvergne-Rhône-Alpes, en l'occurrence à Courchevel, qui a mis l'ensemble des maires du coin et en Tarentaise aussi dans une situation fort embêtante, puisque s'en est assujetti un certain nombre de gardes à vue et compagnie. Enfin, c'est pas des situations simples, puisqu'en l'occurrence, je vous rappelle que même si on pense que c'est des mauvaises choses, il y a une question d'égalité de traitement devant la loi. Bon. Et que donc aujourd'hui, il y a une situation qui est très difficile et qui concerne à peu près, enfin, qui concerne toutes les stations. Voilà. Bon. Ce que je peux vous dire, c'est que, en tout cas, je parle, s'il me l'accorde, sous le contrôle de mes collègues maires des stations de Serre-Chevalier et de Vincent Faubert, qui est bien entendu avec Estelle aussi concernée par le domaine skiable, eu des discussions que j'estimerais en tout cas constructives sur ce sujet, et que
on va commencer à travailler assez rapidement, à essayer de trouver une stratégie administrative et juridique qui nous permette de travailler. J'appelle votre attention aussi sur l'idée que c'est peut-être aussi dans le cadre d'un futur centre intercommunal d'action sociale qu'on peut imaginer une intervention de la CCB directement pour aider nos jeunes, et que à ce stade, moi, je n'ai pas de solution direct et clair. C'est un dossier que nous avons tous découvert, qui n'a pas été traité par le passé et dont s'est saisie aujourd'hui l'autorité administrative et judiciaire en les personnes des magistrats de la Chambre régionale des chambres régionales des comptes. Bon, le sujet fait l'objet de débats au sein de la NMSM, va faire l'objet de discussions avec le gouvernement. Moi, en tout cas, la seule chose que je peux aujourd'hui vous proposer, c'est d'essayer de travailler, et nous allons le faire très rapidement, en tout cas. Les impacts sont pour tout le monde extrêmement forts, et ils ne le sont pas que pour les jeunes en plus, hein, parce que c'est l'ensemble des tarifications spéciales, je pense à nos moniteurs de ski, etc., qui sont concernés. Donc on a tous intérêt à trouver une solution, et je ne veux pas parler au nom de mes collègues, mais voilà, on est tous plus que concernés. Mais sur ce sujet-là, au vu des difficultés juridiques, je vous proposerais bien volontiers qu'on ait une discussion même dès la semaine prochaine si vous le souhaitez, mais sous le format, on va dire, d'un comité un peu plus petit que d'une discussion en séance publique, parce qu'il y a derrière des desiderata qui, à mon avis, méritent d'être discutés entre vous afin d'avoir une position commune et la proposition, en tout cas, d'un système de fonctionnement commun. Voilà. Je m'excuse de ne pas aller peut-être au bout de ma démonstration, mais si vous en êtes d'accord, on peut prendre date assez rapidement pour pouvoir en discuter très concrètement. Voilà. Ça vous convient ainsi ? Ça me convient parfaitement, mais voilà, comme vous l'avez dit, il faut qu'on sache ce que l'on annonce à nos familles pour le début de cet hiver. Voilà, très clairement. Je l'entends bien. Voilà. Rendez-vous est donc pris. Ce serait dommage que la commune de Villars adopte une taxe champignon ou une taxe... voilà, non, mais vous comprenez la démarche, quoi. L'espace de jeu de l'ensemble des Briançonnais, il est immense, et on ne va pas commencer à ostraciser les uns ou les autres. Moi, je veux qu'il y ait une solution qui soit sortie, et moi, je parle des jeunes, voilà, parce que les solutions pour les plus grands, ben, ils l'ont trouvé au fur et à mesure des années, voilà, ils l'ont, mais pour nos jeunes, c'est important. Je l'entends bien. Après, on sait tous que depuis des dizaines d'années, ce sujet est dans une sorte de zone d'ombre réglementaire et législative, et un jour, il fallait bien que ça tombe dessus. Je voulais juste rajouter la genèse. Moi, j'étais conseiller à l'époque, et la genèse, c'est le projet Comet, quand même. Le projet Comet, je ne sais pas si ça parle à du monde autour de la table. Le projet Comet, c'était une étude menée par la communauté de communes au titre du développement touristique dans les années 2009-2010. Je crois que la CCB avait investi à peu près 400 à 500 000 euros, et ça a été à destination des communes-stations. Et le président de l'époque, Alain Fardella, avait dit au lendemain de cette chose-là qu'il était juste que les communes pour lui, que les communes, pour le conseil communautaire, puisque ça a été délibéré, que les communes qui ne bénéficiaient pas de cette action-là puissent avoir aussi une retombée. Et c'est comme ça que ces 100 euros étaient sortis. Je vous rappelle que ça représente pour la collectivité un peu plus de 10 000 euros à l'année, ça se représentait. Donc si des solutions peuvent être apportées avec ce que vous avez dit, notamment une négociation globale, je vous en remercie, Monsieur le Président, et j'ai confiance en vos talents de négociateur. Juste qu'on soit bien clair, parce que la dépense de la communauté de communes, c'est même pas 10% du prix du forfait annuel. Et je vous confirme très 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 clairement, et pour en l'occurrence faire l'objet sur les 10 dernières années, autant sur la ville de Briançon que sur la communauté de communes, d'un contrôle de la Chambre, je vous confirme que les délibérations qui ont voté, il n'y a pas de débat sur leur illégalité pour moi. Voilà. Qu'elle n'ait pas été retoquée, tant mieux. Mais en tout cas, il n'y a aucun débat. Mais ça ne concerne qu'une partie infime du prix du forfait. Le reste est une question de légalité liée aux domaines skiables, qui sont des entreprises assujetties aux mêmes règles que toutes les entreprises, qui n'ont pas le droit de faire un tarif préférentiel pour un certain type de population. C'est profondément injuste, parce que la loi est mal faite sur ce point, parce qu'en l'occurrence, si nos gamins ne skient plus, il n'y aura plus personne qui skiera dans nos vallées. Donc je vous confirme ma pleine volonté de prendre ce sujet à bras-le-corps, mais en l'occurrence, on ne peut pas le faire comme ça. Voilà. Donc, voilà. Monsieur le Président, c'est juste pour clarifier sur Comet, qui à l'époque n'était pas à destination que des stations de ski, mais l'ensemble des communes du territoire, puisque c'était ni plus ni moins qu'un observatoire et de statistiques quant au développement touristique sur notre territoire.
donc qui servait à tout le monde, principalement, bien sûr, à destination des stations de ski. Mais c'était un outil communautaire et qui servait à tout le monde. Bon, rendez-vous pris très rapidement, mais je comprends la difficulté de cette situation pour tout le monde. En tout état de cause, je vais mettre le fonds de concours 2020 pour la Grave aux voix, en précisant juste que d'ailleurs, c'est pas le même dossier. Mais enfin, en tout état de cause, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il est adopté. Et je remercie Olivier Fons de sa présentation budgétaire, en passant la parole à Jean-Marc Caponi immédiatement pour des marchés de fourniture. Merci, Monsieur le Président. Marché public qui concerne l'attribution de marchés de fourniture des carburants et de l'additif à des Blue. Il y avait 3 lots dans cet appel d'offres. Pour la fourniture, le premier lot, c'était les véhicules légers. Deuxième lot, véhicules lourds. Et troisième lot, l'additif à des Blue. Les critères d'attribution de ce marché étaient 100% le prix. Donc, c'est la société la moins disante qui a été retenue. C'est la société Moon Group. La société Moon Group nous propose des cartes type DKV, c'est ni plus ni moins des cartes de crédit, et qui nous permettent d'aller indifféremment chez aussi bien Total que Leclerc ou ainsi de suite. Voilà, donc la même société a été retenue pour les 3 lots. Merci. Est-ce que ça appelle à des questions? Oui. Vous allez éclairer ma lanterne, comment elle se rémunère, cette société? Elle produit des cartes, on peut aller dans n'importe quel distributeur local. Ils nous facturent le prix du gaz, le prix et eux prennent un pourcentage dessus? Tout à fait. À quelle hauteur? Ils nous fournissent, c'était les moins de 10 ans dans l'appel d'offres qui a été fait, comme les autres sociétés qui ont proposé, c'était les moins de 10 ans. C'était au prix du gasoil. Donc, ce qu'ils nous fournissent aujourd'hui, dans une marge d'un mini et d'un maxi sur un litrage annuel. Voilà. On peut aller indifféremment chez le fournisseur le moins cher sur le marché. Donc aujourd'hui, sur le périmètre briançonnais, il est clair qu'on est moins avantagé puisqu'il n'y a pas forcément une très grosse différence de prix. Mais voilà, donc on peut très bien aller chez Total, Leclerc et ainsi de suite. La seule société qui n'intègre pas ça, où on ne peut pas aller, c'est la société Cézanne, qui n'a pas des cartes de crédit. Tout à fait. C'est un marché qui est passé pour un an. On verra comment ça se passe. C'est un nouveau principe. On ne pensait pas que cette société puisse répondre. Aujourd'hui, la contrôleuse des marchés publics nous a confirmé qu'on n'avait guère le choix de faire autrement, puisque c'était 100% sur le prix, le critère d'attribution. Oui, voilà. C'était étonnant. Après, on peut dire les choses. C'est des nouvelles sociétés qui créent ces formules-là. Mais en l'occurrence, quand le critère c'est prix 100% et que le prix est le plus bas, il faut respecter le code des marchés publics. C'est un marché de 12 mois. Attendre de voir si ça peut très bien marcher. Nous verrons. Tout à fait. C'est un marché de 12 mois renouvelable 2 fois un an. Je vais donc le mettre aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Pardonnez-moi, la parole est désormais à Pierre Leroy pour les 2 délibérations en mobilité que j'évoquais en début. Je t'en prie, cher Pierre. Donc, suite à la prise de compétence, comme vous le savez, il faut, entre-temps, il faut qu'on continue le service public sur le territoire. Donc, il y a 4 lots de prestations qui ont fait l'objet d'allotissement. Il y a la navette hivernale de la Haute-Manche, la navette hivernale de Montgenèvre, la navette marché de Briançon depuis Saint-Chaffray et Monétier-les-Bains et le transport scolaire de Montgenèvre. Donc c'était les 4 lots en question. Là, ce qu'il vous est proposé suite à la commission d'appel d'offres, c'est de délibérer pour les 2 premiers lots, d'autoriser donc le président ou son représentant à signer les accords cadres à bon de commande avec l'entreprise Résalp pour un montant minimal de 18 000 € hors taxe et un montant maximal de 80 000 € hors taxe pour le lot 1 donc. Et pour le deuxième lot, aussi la société Résalp, pour un montant minimal de 180 000 € hors taxe et un montant maximal de 440 000 € hors taxe. Ces montants sont indiqués pour la durée totale du marché qui est fixée à 12 mois. Ensuite, les 2 autres lots, le 3 et le 4,
Là, pour le coup, les offres ont été jugées inacceptables car dépassant les crédits budgétaires alloués à ces prestations. Ça ne nous met pas en difficulté parce que c'est deux lots qu'on pourra relancer ultérieurement. Puis il y avait un souci technique sur un des lots. Donc le lot 3 et le lot 4, il vous est proposé de les rendre infructueux. Je crois que c'est tout. Voilà, donc... et puis d'autoriser sur le budget général les écritures comptables relatives à ces dépenses et d'autoriser le président à signer toutes les pièces des accords cadres et tous les actes nécessaires à l'exécution de cette délibération. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y en a pas. Je le mets donc aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Le cadre des points d'arrêt qui a fait l'objet d'une présentation et d'un débat assez large en conférence des maires. Oui, donc c'est pas très important, mais c'est quand même très important malgré tout. Et il vaut mieux qu'on s'en préoccupe avant. Donc, vous le savez, hein, la communauté de communes est responsable de la détermination de la localisation des points d'arrêt des véhicules de transport, de l'information des usagers sur ces points d'arrêt, ainsi que des horaires de circulation des transports. La compétence mobilité des AOM ne comprend pas la réalisation ni l'entretien des éléments de mobilier urbain, catégorie qui comprend notamment les abribus. La compétence mobilité ne comprend pas non plus les interventions sur voirie relevant du gestionnaire de voirie et de l'autorité titulaire du pouvoir de police. Donc l'objectif, c'est d'arriver à harmoniser tout ça, à la fois l'implantation et l'entretien des points d'arrêt sur son ressort territorial, et ça dans un cadre qui soit cohérent avec celui de la région. Donc on s'est nettement inspiré de ce que la région proposait avec les communes préalablement, hein. Et donc là, c'est ce qui vous est proposé, c'est le document que vous avez eu, où là, vous avez le cas d'intervention relatif au point d'arrêt, avec les objets. Vous avez un schéma qui est important là, au premier chapitre, qui vous montre les différents éléments, hein, les composantes du point d'arrêt. Pour les communes, bah, c'est quand même pas anodin, c'est important que vous ayez ça bien en tête. Et donc là, vous avez le rôle respectif des partenaires, les dispositions relatives aux opérations d'aménagement, relatives au mobilier, relatives à la maintenance préventive et curative de l'information des voyageurs. A priori, vous n'aurez pas de surprise parce qu'on en a déjà parlé. Et puis c'est assez similaire à ce que la région proposait précédemment, comme je disais tout à l'heure. Donc, il vous est proposé d'approuver le cadre d'intervention relatif à ces points d'arrêt, d'autoriser le président à signer les pièces pour l'exécution de cette délibération. Merci. Est-ce que ça appelle à des questions? Oui, monsieur Fine. Simplement, supposons qu'une commune, par le passé, ait été vertueuse, c'est-à-dire qu'elle a réalisé tous ces abribus. Le cadre d'intervention est pour les communes qui vont se lancer dans ces choses-là. Est-ce qu'on peut imaginer que, par exemple, sur ces communes-là, j'en parle en connaissance de cause, par exemple les quais, les quais qui sont aux abords de ces abribus, qui nécessitent peut-être une adaptation pour les PMR, puissent être valorisés en termes d'aide de la part de la collectivité, puisque l'effort a déjà été fait sous fonds propres ou sous d'autres fonds. Ça, c'est la première chose. La deuxième, dans ce cadre-là, je pense qu'il est important aussi de valoriser, et là je prêche pour la deuxième casquette, c'est-à-dire mon emploi, de valoriser les jeunes du territoire. Nous, on a un abribus qui a été totalement réalisé par les jeunes du lycée professionnel Alpé-Durance, totalement, hein, c'est-à-dire de la réalisation, la conception jusqu'à la pose. Il peut être bon aussi que la communauté de communes dans ce cadre-là puisse peut-être valoriser, ou les communes puissent valoriser ces jeunes-là. Juste, on aura une contrainte à nouveau légale, c'est que la prise de compétence elle est au 1er juillet, donc de toute façon on ne pourra pas faire des financements a posteriori, juste qu'on soit clair là-dessus. Après, j'ai pas de souci à ce qu'on réfléchisse à la manière dont on peut aider les uns et les autres pour qu'il y ait une harmonisation, mais on aura du mal à faire du financement a posteriori, ce qui ne serait pas autorisé. Pierre, si tu veux ajouter là-dessus. Je suis d'accord, je ne demande pas de financement a posteriori, mais je demande que si une action est menée, par exemple, sur un quai qui permette aux PMR d'avoir un accès facilité, qui est les règles, et que parfois les communes n'ont pas mis en place, est-ce qu'il y aura une bonification? Mais ça, on en discutera dans les prochains mois. C'est ce que j'ai compris.
Oui, tout à fait. Puis, de toute façon, il y a déjà des communes qui vont enlever certains abribus. Hein. Il va y avoir des changements sur les circuits. Il va y avoir beaucoup de choses, beaucoup de modifications. Là, il y a l'accord cadre après, il y aura des aides financières aussi de la part de la région ou de la part de la communauté de communes, vraisemblablement. Hein. Et ça, on en a déjà discuté à la conférence des maires l'autre jour. On rentrera dans le détail au cas par cas. Et puis, aujourd'hui, on ne sait pas encore où on va. Hein. Ça va bouger beaucoup hein, sur ces aspects d'abribus et de... Mais là, au moins, vous savez qui est responsable de qui en termes de compétences. Et puis après, il faudra qu'on en discute plus dans le détail. Merci. Je vais donc mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. À l'état d'adopter. La parole est à Éric Pétieux. Oui, je vais vous parler de taxes de séjour et plus spécifiquement d'une convention de mise à disposition d'un service qui s'intitule Déclaloc. Depuis l'instauration de la taxe de séjour communautaire, la communauté de communes du Briançonnais a mis en place la plateforme taxedeséjour.fr, facilitant la déclaration et le suivi de cette taxe. Cet outil, mis en place par Nouveau Territoire, propose également aujourd'hui un module automatisant la mise en œuvre des procédures de déclaration d'un nouvel hébergement touristique. Cet outil facilite les démarches des hébergeurs puisqu'il permet l'enregistrement des CERFA en ligne. Il soulage les agents communaux puisqu'il permet de générer automatiquement les récépissés et il améliore le produit de la collecte puisqu'il permet de suivre plus finement le parc de meublés de tourisme. Donc là, il s'agit d'approuver la mise à disposition du service Déclaloc avec les 8 communes qui sont dans le périmètre de l'OTHV. Voilà. Merci. Est-ce que ça appelle à des remarques ou à des questions? Oui. Juste un petit clin d'œil de Claudine qui avait été mise en cause. La commune de Névache mise en cause parce qu'elle n'avait pas payé sa taxe la taxe qu'elle collecte, plus que c'est des... Voilà, enfin bon, elle a régularisé sa situation aujourd'hui, contrairement à certains qui ne l'auraient pas encore fait. Voilà. Qui l'a fait? On omettra parce que pour une fois qu'on parlait de taxe de séjour, on allait être dans un consensus. Donc on va omettre de citer ceux qui n'ont pas régularisé encore, et puis ils le feront dans les plus brefs délais, j'en suis persuadé. Bon, j'ai demandé une inquisition immédiate pour avoir les noms des mauvais payeurs. Et je leur dépêche le vice-président Pétieux dans la commune avec toute son... Pardon ? Oui, tout à fait. Pourquoi ? Non, c'est simplement sûr. Ouais, la seule différence, qu'il y a des communes que la CCB a la compétence sur la taxe de séjour et donc elle a l'obligation de la lever et qu'elle donne l'exception aux EPIC qui ont le droit elle de la lever. Enfin, voilà, c'est ce qui est la petite exception. Si cette collecte, Monsieur le Président, était globale et revenait totalement à la communauté de communes, j'imagine que Monsieur Fons comme j'ai caché mon visage en ayant une discussion avec certains de mes collègues qui en réalité n'avaient aucun rapport avec la délibération, vous n'avez pas pu voir que j'aurais éventuellement pu avoir des propos de la sorte. Voilà. Je vais pas ouvrir ce débat. Je pense qu'il vaut mieux qu'on l'ait avec un peu de sourire parce que je crois qu'il a animé, il a trop animé cette assemblée par le passé. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Je vous remercie. Je suis contraint, vous le savez, c'est légal et c'est très classique de vous demander l'avis au titre de la ville de Briançon sur les dérogations au repos dominical. Je ne sais pas si ça s'appelle des questions, c'est assez traditionnel. Ah oui, c'est vrai que Madame Dardenne n'est pas là, oui, c'est vrai. Madame Dardenne aurait pu
Elle aurait pu nous redire qu'effectivement, elle était contre. Pardon? Eh ben oui, du coup, alors qui a sa procuration, Madame Dardenne? Putain. On aurait fait un super coup si on l'avait fait voter pour, là. On transmettra à l'intéressé. Je vais donc mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des avis contraires ou des abstentions? Et donc, merci pour votre soutien à l'économie et aux emplois liés à la saison. Et je passe la parole immédiatement à Corinne Chanfray, Madame la vice-présidente, pour l'avenant à STEPRIM, qui est lié aux dernières réunions qu'on a eues. Merci, Président. Oui, alors ce qui vous est proposé ce soir, c'est un premier avenant à notre stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne, puisque la commune de Névache a sensibilisé la communauté de communes suite à un épisode orageux particulièrement violent le 16 juin dernier. En effet, donc il y a des nouveaux besoins qui sont apparus pour protéger les populations. Au niveau de la ruine de Salé ainsi qu'au niveau du hameau de Plampinet. Donc ce qui vous est proposé ce soir, c'est de modifier notre stratégie STEPRIM, c'est-à-dire que à enveloppe constante, bien sûr, nous vous proposons de modifier l'enveloppe budgétaire donc destinée au système d'endiguement. Donc on va diminuer de 20 000 euros. Et donc on va flécher 2 nouvelles opérations, donc tant pour l'aménagement sur la ruine de Salé à Névache que pour des études sur le ruissellement de versant de Plampinet. Donc, ce qui est intéressant pour nos collègues de Névache, c'est que bien sûr, ils pourront prétendre dans ce cadre-là à des subventions complémentaires, tant auprès de la région que de l'Union européenne, voire d'autres financeurs. Et donc, cet avenant, nous en avons débattu lors du comité de pilotage STEPRIM le 28 septembre dernier à Chantemerle. Tout à fait. Sujet qui, je le rappelle, puisque c'est quand même pas des sujets faciles, pour moi, quand même, je pense que c'est une réussite importante quand même, parce que, être éligible au fonds Barnier, c'était pas totalement gagné. On a répondu à l'appel STEPRIM, on a obtenu là-dessus un accord, et aujourd'hui, c'est quand même des fonds non négligeables qui pourront être engagés. Et je rappelle pas les débats qu'on a eu sur la taxe GEMAPI, etc., mais pouvoir aujourd'hui engager ces dépenses dans les communes, en sachant qu'on sait tous qu'il y a quand même une profonde injustice, c'est qu'on concentre la totalité des risques sur les aspects de cours d'eau, d'inondations, etc., et qu'en l'occurrence, on est les seuls à payer. Donc avoir un peu de soutien là-dessus, je pense que c'est une bonne chose. Voilà, en tout cas, le document propose un amendement qui, j'espère, satisfera les communes concernées. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Sinon, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Il est adopté. Jean-Marc Caponi a la parole, monsieur le vice-président, pour un marché de fourniture de véhicules. Merci. Délibération qui concerne l'attribution d'un marché de renouvellement d'un véhicule de collecte type BOM. Lors de la CAO du mois de septembre qui a été passée, elle a été publiée le septembre 2021. La CAO a eu lieu le 25 octobre. Lors de ce CAO, nous avons reçu 3 offres. Sur les 3 offres, une n'a pas été retenue, qui n'était pas conforme. L'acte d'engagement n'était pas conforme, donc elle a été rejetée. Il nous restait donc 2 candidats. C'est la société Daga Mercedes qui a été retenue pour un lot unique avec 2 prestations supplémentaires qui concernent la reprise du véhicule à renouveler pour 30 000 euros et l'entretien un contrat d'entretien full option sur 5 ans, et cela pour la somme de 17 880 euros. Sachant que j'ai pas précisé que la société Daga Mercedes a été retenue sur une offre de 253 800. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on peut passer au vote? Y a-t-il des votes contre ou des abstentions? C'est adopté. Je cède la parole encore à Jean-Marc pour la délibération suivante. C'est une proposition d'avenant au marché de fourniture et de livraison de matériel de pré-collecte. Nous avons un marché
avec la société Vécansis pour la fourniture de matériel de précollecte type DSE. Nous n'avions pas de marché pour la fourniture de pièces détachées. Donc il est proposé de passer un avenant sur la base d'un bordereau de prix unitaire pour tout ce qui est pièces détachées avec ce fournisseur. Est-ce qu'il y a des questions? Dans ce cas, y a-t-il des votes contre ou des abstentions? Il n'y en a pas, et je cède la parole à Pierre Leroy pour la suite de l'ordre du jour. Donc avec Jean-Marc, on était présent au 6e comité de pilotage de la plateforme de co-compostage qui a eu lieu à l'Argentière-l'ABC. Donc vous savez, il y a 4 établissements publics, 4 comités de communes qui sont concernés par ce projet qui a un certain historique. Donc là, il est question de poursuivre et de continuer le cofinancement des tranches optionnelles du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur ce projet, de désigner la communauté de communes du Pays des Écrins comme chef de file. C'est ce qui avait été proposé parce que là, le projet se situe à la Roche de Rame. Donc évidemment, c'est la communauté de communes du Pays des Écrins qui est concernée. De rédiger un avenant de changement de maîtrise d'ouvrage pour le marché, de passer de la communauté de communes du Briançonnais à celle du Pays des Écrins. Et c'est la prochaine délibération que vous allez avoir. Un dépôt de dossier de demande de subvention, un affermissement de la tranche optionnelle numéro 1. Donc voilà, vous avez le partage des frais d'études qui sont calculés en fonction de la population DGF. Donc ça, c'était ce qui se faisait déjà avant. Donc là, qui vous est reproposé. Donc voilà de quoi il s'agit. Donc à la fois de décider de poursuivre l'étude de ce projet. Ceux qui ne se rappellent plus, je peux vous en reparler, mais pour des raisons financières et environnementales, il semble que ce projet reste très pertinent pour les 4 Comcom, d'approuver le cadre général et le terme de la convention de mutualisation, d'approuver le cofinancement avec les populations DGF, d'approuver le cofinancement des frais exceptionnels entre les collectivités partenaires, avec, vous avez les termes qui sont inscrits dans la convention, d'autoriser la CCPE à déposer les dossiers de demande de subvention sur la partie AMO auprès des financeurs, sachant qu'on a toujours eu des retours très positifs sur les demandes de subvention de ce type de projet. Enfin, de désigner 2 représentants pour apporter leur avis lors des futurs CAO nécessaires à la poursuite du projet. Donc là, Jean-Marc et moi, on se propose de continuer ce travail tous les 2. Et d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention en toutes pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Je précise, là, il est question uniquement de la tranche optionnelle numéro 1, pour lequel on mandaterait d'ores et déjà la communauté de communes du Pays des Écrins de lancer cette affaire. Donc vous avez le détail sur la 01. C'est la rédaction des pièces techniques et administratives du DCE. Merci, et j'espère vraiment que ce projet va arriver à sortir. Enfin, je te l'ai dit en tant que président du pays, et j'espère vraiment que le pays va s'en saisir parce que c'est un chantier extrêmement important. Et j'espère vraiment qu'on va y arriver parce que c'est quand même un beau dossier. Voilà. Je ne sais pas si ça appelle à des questions ou à des remarques. Non, alors je la mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? La délibération, oui. Ah oui, pardon, il faut désigner les membres. Du coup, je vous propose de désigner Pierre Leroy et Jean-Marc Caponi comme représentants titulaires et suppléants au sein de la CAO. Demandez si vous vouliez, monsieur le vice-président, parce qu'il semblerait que vous soyez souvent au Bénon ces derniers temps. Je mets donc cette délibération aux voix avec donc nos 2 représentants, messieurs Caponi et Leroy. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? La délibération est adoptée. Madame Valdener, vous avez la parole. Ah pardon, excusez-moi, j'ai oublié. Pardon, l'avenant de transfert de maîtrise d'ouvrage. Voilà, j'y ai fait allusion tout à l'heure. C'est la continuité. C'est-à-dire qu'on transfère à la CCPE le marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage de la CCB à la CCPE, parce que c'est eux qui prennent la main pour la suite. Voilà. Merci. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Madame Valdener, vous avez cette fois-ci vraiment la parole. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Donc là, il s'agit en fait d'une réflexion qui a été menée lors de l'élaboration du programme de la saison théâtrale, sachant que ce sont donc les tarifs qui vous sont proposés, un tarif à 12 €, tarif normal, et un tarif à 8 € pour les moins de 18 ans, dans l'idée de rendre vraiment le théâtre accessible, sachant qu'on a traversé une période difficile et que globalement, il est quand même difficile de faire revenir
les gens dans les salles de spectacle, que ce soit au cinéma et au théâtre. Et ceci a été réfléchi avec une incidence budgétaire qui est raisonnable et en tout cas gérable. Donc, et le pari est réussi parce que depuis le début de saison, bon, certes, il y a une bonne programmation. On peut remercier l'équipe du théâtre pour ça. Mais par contre, les gens reviennent et c'est quand même une belle satisfaction. Donc, il vous est proposé d'adopter ces tarifs. Et j'en profite à nouveau. Je l'ai fait en commission, mais pour vraiment féliciter l'équipe du théâtre pour la soirée de lancement qu'ils nous ont fait, qui était vraiment de très très grande qualité, d'originalité. Et il faut le dire. Voilà. Est-ce que ça appelle à des remarques? Sinon, je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Et enfin, la fameuse CTG, Monsieur Pic, si vous voulez bien. Alors, le partenariat avec la CAF s'inscrit actuellement sur le territoire dans le cadre du contrat enfant-jeunesse, CEJ. Ce dispositif relatif à la petite enfance pour la CCB et à la jeunesse pour les communes de Saint-Chaffré et de Villars-Saint-Pancrace existe depuis 2006. Il prendra fin le 31 décembre 2021. La CAF propose une simplification du dispositif de soutien au développement des services aux familles du territoire dans un cadre contractuel et des modalités de financement rénovées. Ce nouveau dispositif est appelé Convention territoriale globale, CTG. Les dispositions financières s'appliquent dès le 1er janvier 2022. L'objectif est de les simplifier et de les harmoniser. 3 principes guident le financement. Les compétences d'aide au fonctionnement appelées bonus territoire CTG, au minimum un maintien à niveau actuel des financements pour les services existants selon des modalités de calcul simplifiées. Une indication financière dans le développement des nouveaux services cofinancés par les collectivités signataires. La CCB, les communes du territoire et la CAF s'engagent dans une démarche d'élaboration d'une convention territoriale globale qui devra être signée au plus tard avant le 31 décembre. Eh bien, merci, Monsieur le Vice-président. Ça me permet juste de vous redire, je l'ai dit en commission, que la création des bonus territoires, du fait des modes de calcul qui ont été décidés, amène à un financement supplémentaire de plus de 200 000 € pour notre communauté de communes sur la politique jeunesse et sociale notamment. Donc c'est plutôt une excellente nouvelle de la part de la Caisse d'allocation familiale et non pas du Club alpin français, parce que je ne sais plus qui m'avait dit ça en commission, mais effectivement, je sais que le CAF est plus populaire dans notre territoire que la CAF, mais il n'empêche que ça nous fait gagner plus d'argent. Voilà. On n'a pas les mêmes moyens. Voilà, exactement. On referait les refuges plus vite, voilà, si j'ose dire. Je sais pas si ça appelle à des remarques. Naturellement, ça fait l'objet d'un vote dans vos conseils, mais surtout, c'est, vous l'avez compris, le début d'un travail commun maintenant pour établir l'ensemble de cette stratégie et de projet de territoire. Je vais mettre cette délibération aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Elle est adoptée. Et je voudrais juste prendre quelques secondes, si vous en êtes d'accord, juste en terminant, pour vraiment vous dire que j'étais particulièrement flatté de la visite du ministre de l'économie, des finances et de la relance pour poser la première pierre de la cité administrative, que je l'espère tout ça, mais il l'a plus ou moins dit, comme vous l'avez vu, ça préjugera, je crois, d'un soutien important de la part de l'État à ce projet qui est un beau projet. Vous dire que par ailleurs, les engagements de soutien financier de la part de la région et du département sont fixés, dits et seront votés dans les semaines et dans les mois qui viennent par les collectivités, que nous devrions donc être plutôt très soutenus sur ce projet, que d'autant plus par ailleurs le bâtiment dans lequel nous sommes a été évalué, il a plutôt été bien évalué, et que j'ai bon espoir de pouvoir vous présenter un plan de financement dans les mois qui viennent à peu près définitif, qui sera vraiment plutôt en notre faveur, et ça c'est plutôt une très bonne nouvelle, parce que c'est un projet à peu près 14 millions d'euros, 14,5 millions, et vous savez comme moi que dans le contexte actuel de hausse des prix, notamment des matériaux, on peut craindre des écarts quand on arrivera dans la réalité du chantier, et que l'assurance d'être déjà fortement aidé sur ce dossier nous permet d'avancer
dans la sérénité et dans l'idée d'une préservation, déjà d'être sûr de pouvoir mener à bien ce projet, je vais vous en dire quelques mots, mais surtout dans la sérénité vis-à-vis des finances de notre collectivité. Je voulais en tout cas vous dire que le jury se réunira le 15 novembre pour décider du projet parmi les 3 cabinets d'architectes qui ont été retenus, que nous aurons ensuite un mois pour négocier avec la maîtrise d'œuvre d'un certain nombre de montants financiers, et qu'on sera donc en mesure de délibérer, de présenter au Conseil de décembre le projet définitif qu'on vous aura naturellement présenté lors d'une réunion privée en amont. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'au titre des engagements que nous avons pris, et Dieu sait que certains disaient qu'on n'y arriverait pas, que ce serait impossible, etc. Je ne dis pas ça pour me féliciter, mais en tout état de cause, en décembre, nous pourrons dire que le chantier de cité administrative est réellement lancé et prendra toute sa concrétisation dès l'année prochaine avec un démarrage des travaux, et que on pourra à ce moment-là, dès le mois de décembre, dire à nos agents que fin 2023, début 2024, en fonction de comment se dérouleront les travaux, ils intégreront la nouvelle cité administrative. Et je crois que c'est vraiment une belle et une grande avancée pour notre territoire. Donc je voulais tout de même vous en faire part et vous le dire, puisque tout cela prend maintenant réalité après à peine quelques mois de mandat, et je crois que c'est plutôt une très bonne chose. Voilà, en tout cas, je tenais à vous dire ces quelques mots. Voilà. Oui, monsieur Finn. Moi, je ne rebondirai pas sur la cité administrative. Merci de toutes ces informations. Je sais qu'il y a quelque chose, je crois que c'est le 15 novembre. Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai dit. On est invité, merci. Moi, c'est pas ça, c'est que vous êtes membre de la CAO. Donc, Oui, non, mais on est invité, merci. C'est pas que vous êtes invité, c'est que vous êtes membre. À ce stade, j'invite encore tous les membres. Hein, je veux dire, Moi, ma question, elle s'adresse à monsieur Vioujas, pour sa casquette de compétence urbanisme. La loi climat résilience vient de nous tomber dessus, du moins a été votée. Est-ce qu'il y aurait possibilité, alors je sais qu'ils sont débordés au niveau des services, mais est-ce qu'on pourrait avoir une petite note, notamment au niveau des PLU, parce qu'il y a certains PLU qui sont en cours de révision, et la question clairement se pose de savoir si la révision du PLU est vérace à ce niveau-là, et si le SCOT peut encore faire bouclier par rapport à cette loi. Parce que si on regarde les engagements qui ont été énoncés, alors après peut-être qu'il y aura des déclinaisons, il y aura peut-être des spécificités, la loi Montagne et autres, mais ça veut dire que pour certaines collectivités, certains territoires, notamment nos territoires, une diminution draconienne de l'espace constructible, et donc la question qui est vérace, c'est est-ce que renouveler les PLU à cet instant-là, il n'est pas préférable d'attendre que le SRADET se mette en conformité, que le SCOT se mette en conformité, que les communes derrière viennent avec la mise en conformité. Du moins, moi, si on pouvait avoir quelques notes autour de tout ça, ça pourrait être intéressant. Aujourd'hui, la question se pose pour toutes les communes de France et de Navarre. Jusqu'à ce jour, pour le PLU de Servières qui vient d'être adopté, on s'est retranché derrière le SCOT et c'est passé. Mais rien ne peut affirmer que demain, ça sera encore valable. Mais la question, elle est générale sur l'ensemble de la loi ZAN qui est sortie au mois d'août, nous bloque l'ensemble des... Les décrets d'application sont parus? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Elle a été adoptée quand, la loi? Je ne sais plus. Oui, donc à mon avis, ça paraît être logique. Cela étant dit, si le conseiller délégué en est d'accord, je demande volontiers à Julie Ventuine de travailler une petite note d'information sur le sujet, bien entendu, avec grand plaisir qu'on puisse... On a déjà échangé avec elle régulièrement, mais c'est encore... Si tu en es d'accord, je te propose de solliciter Julie dès demain et qu'on puisse avoir déjà une première note et qu'on puisse partager là-dessus. Si ça appelle à du partage d'informations, accessoirement, on peut tout à fait organiser en CCB une réunion de vos services urbanisme et de vos adjoints à l'urbanisme respectifs pour qu'on ait une discussion plus large. J'ai aucun problème à ce que nous soyons l'initiative de cela. La parole est à Pierre Leroy. Reconstruire la ville sur la ville, c'est une belle idée. Reconstruire un village sur un village, c'est plus problématique. J'ai pas compris. L'idée de la loi, c'est que la ville, il n'y a plus d'expansion et que la ville se reconstruit sur la ville. Reconstruire nos villages sur nos villages, c'est plus problématique. Et notamment les communes-stations. Oui, je suis bien d'accord. C'est la démarche des communes rurales qui ont fait ressortir le fait que c'était pas facile à mettre en œuvre, voire impossible.
Je crois pas. Non, mais on est bien d'accord que sur un certain nombre de dossiers et de revendications législatives, nous sommes confrontés au fait que notre foncier n'est pas infini, mais bien totalement fini en l'occurrence. Donc j'entends bien cette spécificité-là, mais ouais, pas de souci là-dessus. Et puis on peut avoir un échange là-dessus sous forme de remontée à nos parlementaires aussi. Hein, c'est pas la question. C'est une des raisons qui nous incite, pour l'instant, de ne pas toucher au SCOT. Oui, on est bien d'accord. Monsieur Laurent avait demandé la parole. Par contre, oui, je pense que c'est important qu'on en discute ensemble parce que nous, sur le PLU de Puy-Saint-André et Madame le maire de Puy-Saint-André, on a repris contact avec notre bureau d'études et là, on est tombé de haut, en particulier sur les zones AU, parce qu'il y a aussi les délais. Les délais qui étaient de 9 ans pour aménager les zones AU sont passés à 6 ans. Nous, notre PLU, il a déjà 3 ans, ça passe très très vite. Donc en fait, on n'a plus que 3 ans pour pouvoir mettre en œuvre la zone AU. On a convoqué tous les propriétaires de la zone AU pour leur expliquer ce qui se passait. Et là, tout le monde tombe de très haut. Donc je pense qu'il y a vraiment un besoin qu'on puisse discuter ensemble pour bien se mettre au point de l'évolution des textes. Parce que c'est très impressionnant. On est bien d'accord. Bon, mesdames et messieurs, je vous remercie pour cette séance de très bonne tenue et je vous souhaite une très bonne soirée. Le Conseil communautaire est clos.